psychosociologie face aux anxiétés contemporaines. Et nous allons écouter Vincent de Goljac à propos du livre qui est coécrit avec Fabienne Annick, donc sur le capitalisme paradoxant. Juste avant cette conférence, je voudrais aussi associer la mémoire d'Annie Mercier, dont on a appris le décès, qui était membre du CIRFIP. Donc voilà, je pensais pour elle à l'ouverture de cette conférence. Et associer, ouais, si je peux, Jacqueline Barus-Michel, parce que c'est pas sans émotion que je reviens dans cet amphi, parce que c'est lors du colloque du risque où on faisait, ou sur l'amphi d'à côté, hein, où Jacqueline a eu son AVC. Et donc on vient là de faire une affiche, on va faire une journée en hommage à Jacqueline Barus-Michel, donc à Paris 7, le jeudi 14 avril 2016. Il y aura une communication par le biais du réseau du CIRFIP, de l'université, et puis du réseau international de sociologie clinique. Donc vous serez les bienvenus si vous voulez venir à cette journée. Je vais quand même te présenter. Vas-y. Faire ça. Donc, Vincent de Goljac, donc professeur émérite à Paris 7 Denis Diderot, donc président du réseau international de sociologie clinique, donc le risque que tu viens d'évoquer. Mais je dirais aussi par rapport à cette conférence et à cette thématique, je rappellerai, cofondateur du laboratoire de changement social avec Max Pagès. Et je dirais pour cette thématique en particulier, qui est consacrée aux évolutions du travail et à l'impact sur les dynamiques sociales, il me semble que c'est aussi la suite d'une longue série d'ouvrages à partir de l'emprise de l'organisation. Et si je fais un saut dans le temps, cet ouvrage, donc Le capitalisme paradoxant, qui s'inscrit, tu nous diras aussi, mais dans on va dire une trilogie du malaise, et qui est donc avec Le travail, les raisons de la colère en 2011, La société malade de la gestion en 2005. Voilà. Et il me semble qu'il y a un ensemble d'ouvrages et que le capitalisme paradoxant, finalement, développe des éléments. Et ce qui nous intéressait en particulier pour ce cycle de conférences, c'est que, justement, la thématique des conséquences subjectives et psychiques sur une échelle plus large que celle juste des organisations est directement abordée. Donc c'est ce qui nous intéressait en particulier pour ce cycle de conférences qui est consacré donc aux sources, une exploration des sources des anxiétés contemporaines. Et donc là, ce que nous allons voir avec toi, c'est en quoi elles prennent leur source aussi dans les logiques qui se sont installées au cœur des organisations et comment elles font finalement système. Voilà, donc ce qui nous intéressait aussi dans ce cycle, c'est d'aborder des questions qui dépassent a priori les limites et les frontières habituelles de l'intervention psychosociologique. Donc on a eu une conférence sur la question de l'environnement et de la catastrophe, puis une conférence sur l'exclusion. Et donc voilà, je pense qu'on poursuit ce chemin, cette fois-ci à partir des logiques de la perméabilité finalement des logiques des organisations vers celles de la société. Donc voilà, je n'en dis pas plus, donc je te passe la parole, Vincent. Donc, merci David, bonsoir à tout le monde. Je sais pas si je suis très fier parce que je sais pas si Mélenchon a beaucoup plus de monde. Il est à côté, on m'a dit bon, en tout cas, bienvenue. Et est-ce qu'il y a de la place, Sarah? Oui, il y a des places, mais il faut se serrer un peu là. Il faut se serrer un peu là, il y a quelques trous là, allez-y. Juste un mot quand même, je ne suis pas cofondateur du laboratoire de changement social, c'est vraiment Max Pagès qui l'a fondé. J'ai eu la chance de pouvoir y faire mon doctorat à Dauphine quand il l'a fondé en 68. Et j'ai pris sa succession et je l'ai refondé à Paris 7 en fait. Sur l'histoire, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça a été une refondation parce qu'on ne peut pas transporter un laboratoire
d'une université à une autre. Donc je l'ai supprimé à Paris 9, Dauphine, pour le refonder à Paris 7, quand je suis arrivé à Paris 7. Bonsoir. Alors, les anxiétés du monde contemporain, effectivement, c'est une filiation de recherche qu'on a menée, en particulier, que j'ai démarré avec Marx au labo, dans l'emprise de l'organisation. On avait développé tout un... C'était sur IBM. Je vais revenir sur IBM parce que c'est important, l'histoire d'IBM par rapport au thème qu'on va aborder ce soir. Donc on est sans doute parmi les premiers chercheurs à analyser un nouveau système de pouvoir dans les multinationales. Et on a eu une chance formidable de pouvoir faire cette recherche dans les années 70. Et on avait développé toute une hypothèse autour de l'angoisse et comment le passage à l'acte et ces nouvelles formes de management était une façon aussi de lutter. Alors, pour les plus vieux d'entre vous, vous connaissez peut-être ce célèbre article d'Elliott Jaques sur les anxiétés paranoïdes et schizoïdes et comment les mécanismes de défense collective par rapport à ces anxiétés. Ce qui est très très intéressant d'ailleurs, c'est qu'Elliott Jaques est revenu sur ces hypothèses, d'ailleurs dans un article dans la revue de psychosociologie, alors qu'elles sont vraiment intéressantes et qu'elles sont, à mon avis, toujours d'actualité. Hein, mais peut-être faudrait-il les traiter autrement. Alors, il se trouve qu'en préparant cette conférence, je réécris aussi la préface de la névrose de classe, qui va paraître en poche 30 ans après. Donc c'est une grande fierté aussi d'avoir des ouvrages qui durent comme ça, c'est de se dire qu'on ne travaille pas juste dans l'urgence, mais qu'il y a quelque chose qui se dit de notre monde et qui subsiste au-delà des décennies. Et alors, je me disais, mais névrose de classe, je veux dire, c'est deux concepts totalement archaïques aujourd'hui. Névrose, c'est Vienne, la fin du 19e siècle, Freud au début du 20e. Bon, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont névrosés aujourd'hui? Ne parlons pas de classe, les classes sociales aujourd'hui, etc. Bon. Mais en même temps, ça dit quelque chose sur le lien qui peut exister entre les symptômes. Et je préfère parler de symptômes que de maladies, comme la névrose, et puis l'époque dans laquelle on est. Et aujourd'hui, par exemple, quand on avait fait le colloque avec Nicole Aubert sur l'individu hypermoderne, Jean Cournu, un psychanalyste, était venu et avait parlé des névroses du trop ou des névroses du vide. Les névroses du trop, c'est des addictions diverses, la boulimie, etc. Et puis les work addicts, toutes les formes d'addiction, etc. Et puis les névroses du vide, c'est ceux qui sont dans la dépression parce qu'il n'y a plus rien. Et on peut se demander si ça n'a pas un rapport avec deux types d'autres approches. L'approche de Robert Castel, les individus par excès et les individus par défaut. Et puis l'approche que j'avais développée aussi à partir du coup de l'excellence et de la lutte des places sur les maladies de l'excellence et les maladies de l'exclusion. Donc en fait, il y a toute une réflexion derrière ça sur les liens qui peuvent exister entre les symptômes et puis les maladies, les contextes sociaux, les situations sociales dans lesquelles on est. Donc on est bien là dans une perspective qui est de psychosociologie et de sociologie clinique, quand Lagache disait c'est l'étude de l'homme en situation, et ce qu'on a développé aussi en termes théoriques sur les processus socio-psychiques, les processus socio-mentaux, etc. Alors aujourd'hui on serait plutôt, si je suis cette hypothèse, autour de laquelle je vais un peu tricoter mon propos, sur le lien qui peut exister entre l'émergence de formes d'organisation paradoxantes, c'est-à-dire qui produisent en permanence des injonctions paradoxales, et l'émergence d'un nouveau symptôme, enfin il n'est pas nouveau, mais il a l'air de prendre des proportions tout à fait intéressantes, je parle en sociologue, qui sont les troubles bipolaires. Et je vais essayer de m'interroger un peu pourquoi on voit cette émergence-là de ces troubles bipolaires. Et est-ce que c'est d'une pathologie ou est-ce que c'est une simple adaptation à certaines formes d'organisation paradoxale? Alors,
qu'est-ce qu'une organisation paradoxante? C'est ce que j'ai essayé de développer avec Fabienne Annick dans ce livre, mais qui était déjà une hypothèse qui était née avec l'emprise de l'organisation. On avait beaucoup développé l'hypothèse que l'organisation, c'est un système de médiation. Un système de médiation des contradictions, et on avait montré, par exemple, sur la contradiction capital-travail ou sur les contradictions fonctionnelles entre les différentes logiques qui traversent l'organisation, comment le management était centré, et j'avais fait un article sur le management et l'art de la médiation. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, ce qu'on demandait aux managers, c'était de trouver des médiations par rapport aux contradictions qui traversaient l'organisation. Et par exemple, IBM, sa fierté, c'était de dire qu'il n'y a plus d'antagonisme entre l'intérêt individuel, l'intérêt des employés, l'intérêt de l'organisation et de l'entreprise. Et on a réconcilié l'homme et l'entreprise. Et les managers avaient des manuels de management, des good books, le good book, ils appelaient la Bible, en disant qu'il fallait pratiquer la considération de la personne, il fallait être attentif aux aspirations des travailleurs, etc. Et que bien sûr, il y avait le business, et il y avait les résultats, mais en même temps, il y avait toute une série de principes qui étaient de prendre en compte le travail et les travailleurs, et donc essayer de ne pas les mettre trop en tension par rapport à ça. Bon, on pouvait penser que c'était peut-être aussi une stratégie idéologique pour produire l'adhésion, c'est ce qu'on avait un peu analysé aussi, pour produire l'identification entre ses intérêts personnels et les intérêts de l'organisation. Mais il y avait les gens dans cette organisation étaient très heureux. C'est ce qu'ils disaient. Ils étaient satisfaits de travailler là. Ils disaient des choses comme « je suis exploité de façon agréable ». Donc ils avaient bien conscience qu'ils étaient exploités, mais en même temps, et ils disaient « je suis mon propre patron ». Alors, ils avaient bien conscience qu'ils travaillaient pour IBM, mais en même temps, ils avaient le sentiment d'avoir de l'autonomie. Alors évidemment, cette autonomie était contrôlée, mais il y avait une véritable mobilisation psychique positive dans le rapport à l'organisation qui produisait des adhésions fortes. Aujourd'hui, on va y revenir, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, là, si vous voulez, l'idée centrale du livre, c'est que cette médiation des contradictions qui était la préoccupation du management, aujourd'hui, les managers, pour aller vite, les années 90, ne se préoccupent absolument plus de produire de la médiation. Ils sont absolument plus évalués pour produire de la médiation. Ils sont entre l'enclume et le marteau, dirait Jean-Philippe Bouillot, qui a fait un livre sur cette question-là. Et ils arrivent le matin, généralement ils ont ouvert l'ordinateur avant même d'arriver le matin, et ils voient les courses, les cours de l'action de l'entreprise, c'est-à-dire c'est le résultat, le business, et ils sont évalués en fonction des résultats. Et donc ils ont basculé complètement du côté du capital, si je reprends une vieille contradiction, et ils ont laissé complètement de côté ce qui était le travail, c'est-à-dire la préoccupation en particulier du côté des travailleurs. Alors, qu'est-ce que ça produit, ça? Ça produit en particulier le fait que dans toutes les enquêtes qu'on fait, ça a commencé dans les multinationales, puis après on l'a vu dans les clients et les fournisseurs de ces multinationales, puis on l'a vu avec la modernisation des entreprises publiques, et aujourd'hui on le voit avec la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, le terme de Sarkozy, et la MAP, la modernisation de l'action publique, c'est le terme des socialistes, mais c'est exactement la même chose. Exactement la même chose, les mêmes personnes, les mêmes politiques, etc. C'est qu'on voit effectivement des symptômes à mesure que l'on introduit ces nouvelles pratiques de management, le nouveau management, le management, la révolution managériale, disait le MEDEF dans les années 90, the new public management, ou the corporate governance, pour les anglo-saxons, et on voit une corrélation directe entre l'entrée de ces nouveaux outils de gestion, les mutations que ça produit au niveau des organisations, et des symptômes comme le stress, le burn-out, des choses comme ça qui sont connues, mais surtout quelque chose qui est de l'ordre de la perte de sens, la perte des valeurs, la perte des repères,
le sentiment qu'on ne comprend plus, qu'on perd l'amour du métier, que les compétences du travail bien fait sont plus ça qui est attendu autre chose, et que les gens vous disent qu'ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe. On a fait aujourd'hui à Paris 7 et hier des organigrammes, c'est-à-dire des situations professionnelles, et on a vu dans des secteurs comme le travail social, comme l'université, ou comme les entreprises, un peu les mêmes symptômes, et des choses qui sont, c'est paradoxal. Par exemple, un des paradoxes du troisième jeu qu'on a joué ce matin, c'était, c'est pas obligatoire, mais vous devez le faire. Et c'était très intéressant parce que, oui, non, c'est pas obligatoire, mais tout le monde le fait, vous devez le faire, etc. Et ça, c'est paradoxal, c'est quelque chose qu'on entend partout, tout le temps. Je vous en cite quelques-unes. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, je suis libre de travailler 24 heures sur 24. Plus on gagne du temps, moins on en a. J'ai de plus en plus de travail hors de mon travail et inversement. Et derrière ça, y a quelque chose qui est intéressant parce que bon, on peut en rire et en même temps on ne sait pas très bien quoi faire de ça, quoi, parce que on sent qu'on est pris dans quelque chose et que ce qui vient tout de suite, c'est le sentiment d'impuissance, c'est le sentiment de perte de sens, c'est le sentiment d'être confronté à des dilemmes insolubles. Alors, c'est pas seulement dans l'entreprise, par exemple dans les couples. François de Singly a écrit un très beau livre qui s'appelle « Libre ensemble ». Et dans les couples, j'ai fait un séminaire sur roman amoureux et trajectoire sociale, par exemple, où il y avait des jeunes couples, etc., et qui étaient dans cette problématique complète, quoi. À la fois, on a envie d'être ensemble et on s'aime, et en même temps, on a envie de garder son indépendance et son autonomie et sa liberté. Et donc, quand on est ensemble, on a l'impression qu'on a moins d'autonomie, et quand on n'est plus ensemble, on est mal parce qu'on s'aime et qu'on a envie d'être ensemble, et on ne sait pas comment. C'est des dilemmes. Alors, ces dilemmes, ils ont toujours existé dans l'amour. Je veux dire, ce n'est pas nouveau, la contradiction. Ce qui est nouveau, c'est que c'est comme si ça devenait insoluble. C'est-à-dire qu'il faut les deux et on n'arrive pas à mettre ensemble les deux. Bon, alors on sépare, on se retrouve, on sépare, on se retrouve, etc. Alors c'est pas seulement, on pourra y revenir, ce qui est lié au travail, mais je vais essentiellement le traiter dans le champ du travail. Bon, j'imagine que tout le monde ici connaît la différence entre la contradiction et le paradoxe. Je vous rappelle simplement, c'est l'école de Palo Alto, Bateson, Václavic, qui ont travaillé beaucoup là-dessus. Et Václavic dit la distinction la plus importante entre injonction contradictoire et injonction paradoxale tient en ceci. Face à une injonction contradictoire, on choisit l'une des solutions possibles, quitte à renoncer à l'autre. Face à une injonction contradictoire, le choix est logiquement possible. Par contre, l'injonction paradoxale barre la possibilité même du choix. Rien n'est possible et une suite alternée infinie est alors déclenchée. Donc la contradiction, on a deux pôles en tension, mais il y a thèse, antithèse, synthèse, par exemple. Il y a de la régulation possible, il y a de la médiation possible, etc. On fait un va-et-vient, on essaye de trouver des issues, etc. Il y a du jeu. Je. Tandis que le paradoxe, c'est comme si on n'avait plus de possibilité de sortir de la contradiction, et le paradoxe aboutit à une impasse. C'est une belle définition de Sami Ali en particulier, sur l'impasse existentielle qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a plus de liberté, qu'on n'a plus de possibilité de mouvement. Et donc, si je vais un peu plus loin, je dirais les paradoxes opèrent sur différents niveaux, qui est la logique, la communication, l'organisation et le symbolique. Alors, juste pour... vous connaissez tous le fameux paradoxe d'Épiménide d'un Crétois qui affirme tous les Crétois sont des menteurs. Soit Épiménide dit vrai, alors il ment, puisque c'est un Crétois. Soit donc son affirmation est fausse, puisque tous les Crétois mentent. Soit au contraire, Épiménide ment en disant cela,
alors il existe au moins un crétois qui dit la vérité, donc son affirmation est fausse. Alors ça, c'est logique. Les mathématiciens adorent ça. Je veux dire, ça rend pas fou, ça. Ça fait jouer, et d'ailleurs, Jacqueline, dont je parlais tout à l'heure, son dernier livre, hein, c'est sur, justement, le paradoxe comme défi, le paradoxe qui nous amène à jouer, qui nous amène à essayer de réfléchir autrement. Et bon. Donc, c'est le paradoxe logique, il défie la logique, mais il n'est pas en soi facteur de folie ou autre. Le paradoxe psychologique, c'est plus compliqué parce que c'est dans une relation. Hein, c'est soyez spontané. Hein, ou plus subtil, je te demande de m'aimer. Hein, ou les parents aux enfants, affirme-toi. Bon. C'est-à-dire, c'est un peu compliqué. Alors vous connaissez hein, tous les travaux sur la double contrainte et autres. Celui que moi j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très éclairant, c'est la maman qui a un petit garçon de 10 ans et pour son anniversaire, il devient un petit homme et elle est absolument heureuse de voir son petit garçon qui devient un petit homme. Et donc pour son anniversaire, elle lui offre une cravate rouge et une cravate verte. Et puis le petit garçon, il est tout content parce que sa maman lui a offert un cadeau pour son anniversaire et qui devient un petit homme et qu'elle lui a donné une cravate et qui rentre à la maison et qui met la cravate rouge et qui va voir sa maman avec un grand sourire qui lui dit « Pourquoi tu mets la rouge, t'aimes pas la verte ?» Elle tourne dans sa chambre, il enlève la cravate rouge, il met la cravate verte, il va revoir sa maman qui lui dit « Pourquoi tu mets la verte, t'aimes pas la rouge ?» Alors là, il ne sait plus très bien quoi faire, il met la cravate rouge et la cravate verte, il va voir sa maman qui lui dit « Tu vas me rendre folle ». Alors c'est là où on voit que ça devient systémique et on voit que la violence émerge. Hein, et cette espèce de renversement, elle est en train de le rendre fou, et elle lui dit que c'est lui, par son comportement qu'elle induit, et elle dit que c'est son comportement qui la rend folle. C'est ce qu'on fait un peu avec les chômeurs aujourd'hui, hein, quand on dit que, alors que le chômage c'est quand même un problème économique, un décalage structurel entre le nombre d'emplois que l'économie produit et le nombre de personnes actives en âge d'occuper ces emplois, et qu'on dit aux chômeurs qu'ils sont responsables du chômage parce qu'ils ne chercheraient pas d'emploi, ou parce qu'ils sont trop formés, pas assez formés, trop vieux, trop jeunes, trop black, trop ceci, pas assez ceci, etc. Et qu'on renvoie la responsabilité à l'individu. Les risques psychosociaux, on y reviendra peut-être, je joue un peu sur des registres à peu près similaires. Alors, la question, si vous voulez, ça c'est des choses bien connues. Ce qui nous est apparu dans les recherches qu'on faisait, c'était qu'on n'était plus maintenant au niveau des paradoxes, au niveau de la communication, de la relation, d'injonctions paradoxales, mais que c'était l'organisation elle-même qui était paradoxante. C'est-à-dire qu'il produisait des outils et des formes d'organisation qui mettent les gens en situation paradoxale. Moi, je l'ai vécu à l'université. Par exemple, l'organisation par projet. L'organisation par projet, pourquoi c'est paradoxal? Parce qu'on vous demande de mobiliser les ressources que vous avez à moyen constant pour développer des projets dont dépend votre existence future, et en mobilisant les ressources sur des projets virtuels, potentiels, vous les dégagez du fonctionnement actuel, ce qui contribue à détruire le fonctionnement actuel. Donc il faut détruire le fonctionnement actuel pour préparer l'avenir. Des choses comme ça. Je pourrais vous donner un autre exemple qui est par rapport à qui est très simple, c'est ce qui est devenu une banalité, c'est il faut faire plus avec moins. Et il y a une espèce de banalisation de dire que c'est normal, quoi, il faut faire plus avec moins. Et dans le management par objectif, vous avez effectivement ce paradoxe qui fait que vous allez être mobilisé dans une grande autonomie pour remplir vos objectifs et qu'on va mesurer les résultats en fonction de votre capacité à remplir les objectifs, sans du tout intégrer dans l'évaluation les moyens dont vous disposez pour remplir ces objectifs. Donc c'est des choses des transformations du mode de management qui effectivement mettent les gens dans des tensions fortes. Et je vais essayer de vous illustrer ça par une phrase.
d'une brochure de Philips, chez Philips, hein, une phrase qui est dans cette brochure, donc, « Nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots. » Langage classique de la novlangue managériale. Dans cette phrase, il y a 4 paradoxes. Le premier paradoxe, c'est le paradoxe logique. Hein, nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots. C'est dit avec des mots. Bon. Ça ne rend pas fou, mais c'est déjà un peu particulier. Le deuxième, c'est plus proche de la communicationnelle, relationnelle, c'est « Nous sommes tous d'accord pour dire que vous êtes des sujets à part entière, tout à fait autonomes, capables de vous faire vos opinions par vous-même. Mais vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire, c'est bien entendu. » C'est-à-dire, c'est plus subtil là, dans la communication. Nous sommes tous d'accord, c'est bien évident, quoi. Vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec ce que j'ai en train de dire. La double négation est toujours, d'ailleurs, un symptôme de quelque chose de paradoxal. Le troisième paradoxe, il est plus dans l'organisation. C'est-à-dire, nous sommes tous d'accord, c'est-à-dire dans un nous, dans un collectif, qui est l'ensemble de ceux qui participent à l'organisation, alors même que le management, en permanence, produit de la compétition, de la concurrence, de l'individualisation, de la lutte des places, etc. C'est-à-dire on évoque un ensemble, une unicité, un esprit d'équipe, alors même que le fonctionnement quotidien de l'organisation cultive la rivalité, la compétition, la concurrence entre les individus, l'évaluation individualisée des performances, etc. Et le quatrième paradoxe, il est sans doute le plus fort et le plus intéressant et le plus, j'allais dire, intelligent. C'est nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin. L'entreprise a besoin. C'est le renversement de l'idéologie des ressources humaines. C'est maintenant l'entreprise qui a des besoins et l'homme, l'humain, qui doit s'adapter aux besoins de l'entreprise. Donc l'entreprise n'est plus un moyen pour développer l'économie, la société, les relations humaines, etc. L'entreprise devient la finalité et l'humain doit s'adapter aux exigences de cette finalité. L'idéologie des ressources humaines, c'est ce renversement qui fait que parler de ressources humaines, tout le monde pense c'est bien, on va remettre l'humain au centre, mais en transformant l'humain comme une ressource, c'est-à-dire un moyen par rapport à une finalité qui est le développement de l'entreprise, du capitalisme, etc. Alors, c'est la combinaison entre ces 4 registres qui est intéressante, parce que pris isolément, on peut discuter, etc. Mais si vous voulez, la caractéristique des organisations paradoxales, c'est qu'elles fonctionnent structurellement en mettant les gens dans des injonctions paradoxales, dans des paradoxes, dans des contradictions, dans des insolubles, dans des dilemmes dont ils n'arrivent pas à sortir. Et c'est devenu un phénomène social global. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on avait pu constater comme étant une particularité de certains types de management, en particulier le management par l'excellence, j'en donnerai quelques exemples, on les avait beaucoup travaillé dans le coup de l'excellence ou autre, c'est cette façon, cette nouvelle forme de pouvoir tend à se diffuser dans l'ensemble des organisations, publiques et privées, nationales et internationales, plutôt grosses, mais on les voit aussi dans des petites, comme des start-up ou autres. Et donc, c'est pour ça que ça devient un phénomène social global, c'est-à-dire il caractérise une forme de pouvoir qui est caractéristique de l'hypermodernité des sociétés que l'on voit se développer dans le monde entier aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on a la chance d'avoir des étudiants qui viennent du Chili, du Brésil, d'Argentine, du Mexique, du Canada, de Chine et d'ailleurs, et tous décrivent à peu près les mêmes phénomènes, les mêmes symptômes. Alors, je voudrais illustrer ça en vous donnant quelques nouvelles de IBM. IBM, j'ai pensé que ça serait intéressant que je parte de ça ici dans cette conférence, parce que certains ont suivi effectivement les recherches qu'on a pu faire autour de cette entreprise, et je ne retrouve pas mes notes, ça va venir, je vais vous le dire de mémoire.
C'est-à-dire qu'il se trouve que donc, depuis l'emprise de l'organisation, on a développé, j'ai été en contact avec IBM pendant toutes ces années-là, et j'ai vu l'évolution d'IBM, c'est-à-dire l'évolution du passage d'une organisation qui avait des contradictions, hein, et à une organisation paradoxale. Donc, 1970, j'en ai parlé tout à l'heure, on fait l'emprise de l'organisation, et on voit que la formidable adhésion que provoque ce système auprès de ceux qui y travaillent, et en même temps qui sont le déplacement de la conflictualité. Ils ne sont plus en conflictualité avec l'entreprise, mais à l'intérieur, celui qui dit « je suis exploité de façon agréable », il sait qu'il est exploité, c'est de façon agréable, il adhère. Mais il y a une certaine lucidité en même temps de son état. Hein. Ou il y en a un autre qui dit on a l'impression que la carrière, c'est monter un escalator descendant. Donc les managers d'IBM avaient une très grande lucidité sur justement quelque chose d'un peu paradoxal, mais ils sont conscients, hein, ils peuvent jouer un peu avec. Dans les années 80, avec Nicole Aubert, on écrit Le coup de l'excellence, donc en contrepoint du livre de Peter Waterman, In Search of Excellence, le prix de l'excellence, et complètement passé inaperçu. Le deuxième livre, 7 ans après, qu'a écrit Peter, l'un des deux consultants de McKinsey, hein, qui dans le prix de l'excellence avait dit « Je vais vous donner les clés de la réussite, de la performance ». Hein, on a analysé les 64 entreprises les plus performantes dans le monde. On va vous dire leur management. Et c'est toute cette révolution managériale dans le livre. Et ce livre a eu un succès considérable, était vraiment la référence de l'ensemble des dirigeants, sans doute aussi des cours de gestion, hein, sur le management stratégique, etc. Et Peter, 7 ans après, écrit Le chaos management. Et dans le chaos management, son livre est tout à fait intéressant, parce qu'il dit qu'il y a quand même un problème sur les 64 entreprises qu'on a analysées pour le prix de l'excellence. Il y en a la moitié qui sont soit en crise, soit qui ont disparu, soit qui sont en désorganisation complète, etc. Donc il dit devenez des fanatiques de l'échec, parce que seuls ceux qui sauront vivre et survivre dans une société chaotique seront les fleurons, hein, pourront créer les réussites de demain. Et tout son livre, Le chaos management, c'est un livre où il montre qu'il faut apprendre à vivre dans un monde paradoxal. Hein, par exemple, échouer, c'est réussir. Donc, réussir, c'est peut-être aussi échouer. C'est-à-dire cette idée que de toute façon, il n'y a rien qui peut fonctionner dans la durée, etc. Alors, on fait et dans le coup de l'excellence, on revient à IBM, on interviewe quelques managers d'IBM, et pour la première fois, je crois qu'on est les premiers chercheurs en France, on fait un encart où on raconte le suicide d'un ingénieur d'IBM sur le parquet de l'entreprise, et qui laisse une longue lettre de 2 pages dans laquelle il explique que s'il se suicide, c'est parce que l'entreprise l'a mis à bout, l'a mis dans des tensions insupportables et que c'est pas possible. Et alors il dénonce, hein, ce double langage de la direction qui dit qu'elle vous soutient, etc., mais qui en même temps vous met, alors il sait pas très bien l'exprimer, si je le redis à mes mots à moi, qui vous met dans des contradictions insolubles, quoi, dans des impasses, qu'il ne sait plus quoi faire, qu'il perd le sens et tout, et donc il n'a qu'une issue, c'est ce suicide. Et il se tue dans la voiture. Dans les années 90, fin des années 90, si je me souviens bien, début des années 2000, je suis rappelé à IBM par les médecins d'IBM. Et le docteur Galamant, vous avez peut-être entendu parler du docteur Galamant. Ce docteur Galamant a fait un observatoire simple, une échelle de stress par rapport aux gens qui reçoivent. Et entre 2004 et 2008, il avait donc fait cocher un certain nombre d'indicateurs aux gens qui recevaient. Et c'est des indicateurs, une échelle d'observation assez simple. Et il s'était rendu compte que le taux de gens, par rapport à cette échelle, il les classait sur une échelle pas stressé, un peu stressé, très stressé, hyper stressé. Et entre le stressé et hyper stressé, je peux vous dire, hyper stressé, c'est vraiment pathologique. Et il voit que ceux qui sont passés de stress à hyper stressé sont passés de 40 à 70% sur l'ensemble des consultations qu'il avait faites. Et c'est énorme, énorme. Quand vous voyez son échelle, c'est vraiment énorme.
Donc inquiétant. Donc il écrit une lettre à la direction d'IBM en disant il y a un problème. Et la direction d'IBM a écrit au Conseil de l'ordre des médecins pour qu'il soit radié du Conseil de l'ordre en disant qu'il sortait de ses attributions. Et que ça ne, qu'il sortait de ses attributions. Pourquoi? Parce qu'au lieu de soigner les gens qui sont hyper stressés, il montrait qu'il y avait, enfin il faisait l'hypothèse qu'il y avait un lien entre ces symptômes-là et la politique de la direction d'IBM, la politique managériale d'IBM et les tensions liées au travail et les réorganisations incessantes, etc. Alors voyez la différence là entre les années 70 de la direction d'IBM, parce que ça c'est très très frappant, c'est-à-dire que c'est passé ne rien avoir. Au lieu de se préoccuper de cette question et d'en faire une question managériale, ils disent non, non, passé, il n'y a rien à voir, c'est des personnes fragiles. Et vous avez vu les débats sur le suicide. On dit qu'il faut apprendre aux managers à voir si la vulnérabilité des employés pour les éjecter avant qu'ils se suicident au lieu du travail. Qu'ils se suicident s'ils veulent, c'est un problème personnel, mais pas au boulot. Chez eux, où ils veulent, mais pas au boulot. Et dernier épisode d'IBM, 30 ans après l'emprise de l'organisation, il faut du temps, le comité d'entreprise d'IBM me sollicite pour passer une journée avec l'ensemble des syndicats sur le thème « On ne comprend pas ce qui se passe, on voit bien que notre action syndicale elle est plus pertinente par rapport à ces transformations. Vous avez fait des recherches là-dessus, est-ce qu'on peut travailler avec vous parce qu'on voudrait comprendre. On voudrait comprendre qu'est-ce qui se passe, ces mutations, et on voudrait comprendre qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. » J'étais très content, parce que je trouvais que c'était un beau retour par rapport au travail qu'on fait comme chercheurs, quand les acteurs vous disent que ça peut les intéresser et qu'ils sont prêts à travailler avec vous. Et donc je fais mon topo sur à peu près le même pour expliquer les mutations du travail, etc. Et puis, à la pause, il y a un des représentants des syndicats qui vient me voir en catimini et qui me dit « Vous savez, à IBM, on se suicide plus qu'à France Télécom. » J'ai dit « Ouais. Et vous pouvez m'expliquer pourquoi on ne le sait pas? Et pourquoi vous ne communiquez pas là-dessus? » « Ah ben non, on ne va quand même pas écorner l'image de la boîte. » Des syndicats. Alors c'est là où on voit qu'il y a quelque chose qui change, c'est-à-dire à partir du moment où les syndicats eux-mêmes intériorisent l'exigence en termes de communication, de l'image de marque de la boîte, etc., et que par rapport à ce qui est leur vocation initiale de la défense des travailleurs, ils en arrivent à ce point-là, c'est là qu'on peut se penser qu'il y a quelques indicateurs sur le fait qu'on est dans un système qui devient paradoxal. Alors, je ne vais pas développer beaucoup pourquoi c'est la structure même de l'organisation qui produit ça. Simplement quelques hypothèses sur des outils de management qui expliquent par exemple... je vais prendre... parler d'outils de management dans cette maison-là, devant mes collègues, j'ai toujours... quand même, j'ai un petit trac, quoi. Il faut que j'essaye de ne pas dire trop de bêtises. Economic Value Added, l'EVA, c'est ça? Ça, c'est de la finance. C'est de la finance. Bon, c'est ça. Des retours sur des capitaux investis. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça comme je l'ai compris, moi. Donc l'Economic Value Added, ou valeur économique ajoutée, c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il illustre comment les marchés financiers imposent leurs exigences au monde de la production. Ce que certains économistes appellent encore l'économie réelle, celle qui est territorialisée, celle où l'industrie, là où on fabrique des choses qu'on peut voir. Et donc l'entreprise est dite profitable non pas si elle dégage simplement un profit, mais si elle dégage un profit supérieur à la rémunération moyenne attendue des capitaux placés sur les marchés financiers. C'est ça la définition de l'outil.
Et donc, vous voyez que là, la valeur travail change de nature, hein, puisque au jugement de beauté du travail bien fait et de l'idée qu'ont toujours quelques travailleurs, hein, de penser que la valeur ajoutée dépend de la qualité de ce qu'ils produisent, qui est une idée simple pour gens simples. Bah, ça, c'est fini, quoi. C'est même pas la peine d'y penser encore, hein, parce que c'est maintenant, c'est ce qui amène de la valeur, hein, c'est ce que je viens de dire là, cette définition. C'est qu'est-ce que m'aurait rapporté mon capital si je l'avais investi au bon endroit, en quelque sorte. Alors, pourquoi ça devient paradoxant et paradoxal, et pourquoi ça met les gens en difficulté? Christophe Massot a effectué une recherche sur la privatisation d'une entreprise publique au début des années 2000, qui concevait des ensembles mécaniques. Et donc, il a analysé et suivi comment l'entreprise, la nouvelle direction, hein, de gens qui n'étaient plus des ingénieurs, des industriels, mais qui sortaient des grandes écoles de commerce, mettait en place l'EVA. Et en quelques mois, cette entreprise, dont la finalité était centrée sur des missions de service public, a changé radicalement de stratégie, modifié ses outils de gestion au service des nouvelles valeurs. Et voilà le discours du directeur, du nouveau directeur, du manager en chef. Maintenant, l'État n'est plus actionnaire majoritaire. Pour un industriel comme moi, la chose la plus importante, c'est de dégager des profits. Et je le dis devant vous, si produire des casseroles est plus rentable, alors on fera des casseroles. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est traduire en rentabilité notre croissance. Notre unique problème est ici. Alors, voyez ce type de discours pour des gens qui pensent que, qui ont intériorisé la valeur travail, qui ont intériorisé une certaine conception que l'économie dépend de la qualité des produits, que les missions de service public font du sens par rapport à ça, etc. Au moins, il est clair, là, le manager en question. Hein. C'est-à-dire que l'organisation du travail n'est plus conçue pour améliorer la production de biens et de services, mais pour dégager le profit exigé par l'actionnaire en fonction de la rentabilité moyenne des marchés. Et ça explique un paradoxe que les gens ont du mal à comprendre. Hein. Vous vous souvenez de Wittword, etc. C'est-à-dire que, ou le travail qu'a fait par exemple Daniel Linhart sur Chausson, hein, c'est-à-dire c'est une usine qui construit des véhicules industriels. Et puis on dit elle n'est pas rentable, donc on fait un premier plan social. Oh, pardon. On ne dit pas comme ça. Plan de sauvegarde de l'emploi, dans la novlangue managériale. Hein, ce n'est pas des plans de licenciement. On licencie pour sauvegarder l'emploi. Vous voyez le paradoxe? On reviendra aussi sur la compétitivité, si vous voulez. On licencie pour sauvegarder l'emploi. Donc on licencie 30 personnes. Ceux qui restent se défoncent pour améliorer la productivité, une fois, et puis 2 fois on leur dit c'est pas suffisant, et puis 3 fois on leur dit c'est fini, c'est toujours pas suffisant, et on ferme l'usine. Et donc on améliore la productivité, mais c'est pas pour ça que l'usine est considérée comme rentable au regard des critères, hein, de rentabilité de la logique financière. Comment voulez-vous que Alors ça explique, hein, cette tension où des entreprises qui ont des taux de croissance de 2, 3, 4, 5%, on leur dit qu'ils ne sont pas rentables. Alors qu'eux, ils ont l'impression d'être parfaitement rentables, parce qu'on leur dit que le taux de rentabilité exigé est de 10, 15, 20%, et ils ne comprennent pas la différence. Parce que pour eux, c'est tellement déconnecté par rapport à leur expérience, par rapport à leur rapport au travail, etc., que quelque part, ça les rend fous, jusqu'à, vous avez peut-être vu le beau film de Jean-Robert Viallet, sur la mise à mort du travail, dans lequel il y a une interview de Robert Kravitz, un des patrons de fonds de pension, d'un des plus gros fonds de pension de New York, qui a 450 entreprises et qui fait des leverage buyouts, c'est-à-dire il les achète, il les rentabilise, il licencie un petit peu, et puis il les revend, et en fait, je n'ai pas le temps d'expliquer le mécanisme, mais c'est comme ça qu'il fait des fortunes, et c'était un des hommes les plus riches du monde. Et il a cette phrase terrible dans l'interview, il est à Davos, et il dit « Moi, c'est l'argent qui travaille ». Il fait travailler l'argent. Et donc, il ne faut pas s'étonner
qu'un monde dans lequel c'est l'argent qui travaille n'ait plus besoin de travailleurs. Ce qui explique d'ailleurs, je reviens au pacte de compétitivité, parce que c'est intéressant par rapport à ce qu'on voit depuis 30 ans, et qu'on nous dit, le raisonnement, c'est qu'il y a du chômage. Donc pour résoudre le chômage, il faut améliorer le taux de croissance. Et pour améliorer la croissance, il faut améliorer la compétitivité. Et on fait un pacte de compétitivité. Il manque un élément dans le raisonnement, c'est que pour développer la compétitivité, il faut faire plus avec moins, c'est-à-dire réduire les effectifs. Donc je ramasse la formule. Pour lutter contre le chômage, il faut réduire les effectifs. Ça fait rire et ça fait pleurer, hein. Ça fait pas que rire. Bon, je pourrais développer alors comment la culture du benchmarking, comment la culture du ranking. Regardez le classement de Shanghai dans les universités, par exemple, comment comment les impacts que ça peut avoir sur le métier d'enseignant-chercheur. Ou, je vais raconter puisqu'il est là, par exemple, comment la mesure maintenant des performances des chercheurs. Je suis contacté par la revue Business Ethics. Journal of Business Ethics. Journal of Business Ethics. Pour faire un article pour cette revue qui est une des revues les mieux classées au niveau de la gestion, hein, dans le monde. Pourquoi ils me demandent un article? Parce qu'ils me disent, ce que vous faites en France est intéressant, on ne connaît rien à la recherche francophone, on voudrait pouvoir ouvrir un article là-dessus, sur ce que vous faites. Bon, Journal of Business Ethics et tout. Il se trouve que je rencontre Jean-Philippe, je lui en parle, il me dit, si, il faut y aller. Si, tu vas voir. Je dis, bon. On avait, comme tous les chercheurs, c'est comme les peintres, les artistes, ils ont toujours un article en cours, truc. En plus, il avait une doctorante qui travaillait aussi sur des questions proches de ça et tout. Et on fait un article d'ailleurs sur servir de maître et sur un peu les contradictions et les paradoxes dans les salles de marché des banques, etc. Premier retour des rewriters, des évaluateurs. Vous ne citez pas les références anglo-saxonnes. Je vous dis, s'il n'avait pas été là, je lui dis, allez vous faire foutre. Attends, il me demande. Bon, et Jean-Philippe me dit, si, mais ça c'est pas compliqué, de toute façon Marc va s'en occuper, etc. Elle connaît tout ça par cœur et tout, on va la... Et alors on commence à répondre, on commence à rentrer dans la moulinette, et là ça a commencé à m'intéresser, parce que tout d'un coup, je me suis dit, comme chercheur, c'est le bon exemple de ce que je suis en train d'essayer de comprendre. Comment ces nouveaux outils d'évaluation sont en train de pervertir notre boulot. 39 allers-retours en un an. 39 allers-retours entre nous. 3 allers-retours avec l'éditeur. Bon, enfin, si. Avec eux. Oui, mais, avec 3. Mais entre nous, 39. C'est-à-dire que... Publié, c'est la version 39. C'est-à-dire que pendant... Je vous encourage à la lire, elle est très bien. Pendant un an, on n'a pas fait de recherche scientifique. On a fait du conformisme, c'est-à-dire comment adapter les travaux que l'on fait aux exigences de ces revues. Sur la question de la citation de la littérature anglo-saxonne, il faut dire que, heureusement que Jean-Philippe était avec moi, parce que moi qui suis un universitaire, je ne comprends rien à rien. C'est évident que si on donne un article à une revue, la moindre des politesses, c'est de citer les travaux des gens qui vont vous évaluer. Je veux dire, il faut être un imbécile pour ne pas comprendre ça. Hein, et ce qui explique d'ailleurs, hein, en termes de pouvoir, que... Parce que il se trouve que j'avais travaillé au Mexique sur ces questions-là. Et j'avais vu au Mexique, j'avais fait un séminaire avec des universitaires mexicains sur ces questions-là, hein, sur la souffrance au travail des universitaires en lien avec l'introduction de ces nouvelles modèles de gestion. Et ils m'avaient expliqué les combines, par exemple, des articles qui sont signés par 7 personnes. Il ne faut pas aller plus loin que 7. Et il n'y a que les 2 premiers qui ont des points, en fait. Mais on se rend... Donc ça veut dire qu'on signe des articles qu'on n'a pas écrits,
qu'on fait signer des articles qu'on écrit par des gens qui ne les ont pas écrits, mais on fait comme ça des poules, hein, qui fait un potelage bien compris, qui permet quoi? D'accumuler les points. Et donc, ce dont il s'agit, c'est d'accumuler les points. Vous voyez le décalage qui petit à petit existe avec la qualité des articles que vous pouvez produire. Exactement comme les médecins qui sont maintenant, à qui on applique la T2A, la tarification à l'activité. Et un médecin, quand il voit maintenant à l'hôpital arriver un malade, hein, il n'essaye pas de savoir s'il est très malade, etc. D'abord, il essaye de voir si dans la qualification et le classement, il va vous rapporter des points ou pas. Et si le médecin, chef de service, qu'on n'a rien à foutre de toutes ces conneries d'outils de gestion et de classement, hein, il en fait qu'à sa tête, il reçoit un coup de fil du directeur de l'hôpital qui lui dit « Écoute, j'ai bien compris ton petit jeu, je comprends très bien ce que tu fais. D'ailleurs, si j'étais à ta place, je ferais la même chose. Mais il faut bien que tu vois que tu es en train de mettre en danger ton service là. Parce que l'Agence régionale d'évaluation de la santé, là, tu as vu le dernier rapport, ce qu'ils ont fait? On est limite, hein. On est limite. Donc là, et si le service ferme, eh ben c'est tout l'hôpital qui va fermer. Alors maintenant, tu choisis. Tu choisis. C'est toi qui décides, hein, je ne décide pas à ta place. Et voyez comment cette pression-là, hein, qui fait que, évidemment, hein, on a tout intérêt, hein, à rentrer dans le système. Et je le dis quand même, parce que j'ai quand même compris que si Jean-Philippe était si motivé pour faire cet article, c'est pour des raisons essentiellement scientifiques, vous l'imaginez bien, mais que quand même, à l'ESCP, qui sont beaucoup plus intelligents que l'université, quand on fait un article dans cette revue-là, on a une prime, dont je ne vous dirai pas le montant. Alors, voyez comment ça change les choses. Hein. Et ce qui est ce qui vient renforcer l'aspect paradoxant de ces organisations, et là on l'a travaillé par exemple dans les organigrammes, c'est que les gens, ce qui met les gens en grande difficulté, c'est qu'ils n'arrivent pas à passer à un niveau de métacommunication par rapport à ces paradoxes. C'est quoi le niveau de métacommunication? Je reviens à mon petit enfant tout à l'heure avec sa maman. Hein, si cet enfant-là, pour sortir de la tension dans laquelle il est, il faudrait qu'il puisse dire « Maman, il faut que je te parle. Écoute, j'ai vraiment un problème là, parce que tu vois, tu sais que je t'aime. Je sais que tu m'aimes. En plus, tu me fais un cadeau. Ça, il n'y a pas de question là-dessus. Mais tu mets en difficulté parce que, tu vois, tu m'as fait un beau cadeau. Moi, j'étais content, donc je mets la cravate rouge et tu me dis qu'il faut mettre la verte. Bon, ok. Mais après, je mets la verte, tu me dis qu'il faut mettre la rouge. Alors, tu comprends, maman. Tu me mets en difficulté parce que tu me demandes des choses et j'arrive pas à répondre à ça. Je voudrais vraiment répondre à ça, mais j'y arrive pas. Tu comprends, maman? Il fait de la déconstruction, il fait de la métacommunication, c'est-à-dire il communique sur l'injonction paradoxale dans laquelle il est. 14 ans d'études avec un master de psycho, de socioclinique, de linguistique, de sémantique, de tout ce que vous voulez, pour déconstruire ça. Hein. Et c'est ça qu'en fait qui permet, hein, de ne pas être trop affecté, de ne pas être trop atteint. Or, la love langue managériale, justement, non seulement ne permet pas de faire ça, je l'ai vu à Dauphine. Moi, je suis rentré à Dauphine pour faire un doctorat de sciences des organisations. Et j'ai vu comment Dauphine s'est transformé en sciences des gestions. C'est quoi la différence? La différence, c'est sciences des organisations, c'est pour comprendre ce que c'est qu'une organisation. Alors, on faisait les 3 disciplines de base, c'était mathématiques, économie, psychosociologie. Puis on faisait de la cybernétique, de l'analyse système, etc. Et j'ai vu comment ça s'est transformé en sciences de gestion. C'est quoi les sciences de gestion? C'est optimiser le fonctionnement des organisations pour leur permettre de remplir les objectifs qui leur sont fixés. C'est pas pour comprendre, c'est pour agir. D'ailleurs, on vous dit, c'est les sciences de l'action. Hein, c'est pour former des gens qui vont devenir des managers pour rendre les organisations efficientes. Mais la question du pouvoir, de savoir efficiente... Les gens, d'ailleurs, dans la gestion, ils sont formidables parce qu'ils vous disent, nous, on est neutre, il n'y a pas une gestion de gauche ou une gestion de droite. Il y a une gestion efficiente ou une gestion déficiente. Et nous, on est pour la gestion efficiente, c'est vous qui décidez les objectifs. Nous, on n'a pas à intervenir là-dessus. On est neutre, on est pragmatique, on est rationnel, on est objectif, on est transparent. On n'est pas idéologique.
on n'a pas d'intention. Sauf que quand même, on peut s'interroger sur le fait que tous les outils de gestion qui ont été créés par qui? Par les grands cabinets de consultants en lien avec les multinationales, ont été diffusés sur l'ensemble des organisations, sur l'ensemble des organisations internationales, et qu'on vous explique que s'il y a la crise, c'est parce que vous n'êtes pas efficient, et que le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, les institutions européennes vont vous envoyer des gens qui vont vous dire comment vous allez devenir efficient. C'est-à-dire, ce que je raconte, ce n'est pas seulement les organisations de production, c'est aussi les États, c'est aussi le monde, c'est le New Corporate Governance. Et le New Corporate Governance, il y a un livre blanc de l'ONU, etc., qui a été fait là-dessus, qui sont des anciens chefs d'État qui se réunissent et qui vous donnent tous les outils pour avoir une gestion efficiente. Et c'est le même langage. C'est le même langage, hein, qui sont des... Il faut performance, adaptabilité, mobilité, flexibilité, qualité, pilotage stratégique, hein, des termes positifs, dynamiques, symbole de modernité, de changement, hein, qui est pragmatique, précise, rationnelle, étayée sur des éléments objectifs, sur la mesure, sur des formules mathématiques, hein, sur des raisonnements mathématiques, donc qui ont tous les critères de la scientificité et qui donnent une représentation du monde dans laquelle la concurrence est naturalisée, l'utilitarisme est banalisé, les enjeux de pouvoir neutralisés, la critique désamorcée par une posture irrémédiablement positive, soyez positif, hein, et les contradictions occultées par la pratique de l'oxymore. L'oxymore, hein, qui est une formule... Alors, quand c'est de la poésie, hein, cette obscure clarté, etc., c'est magnifique. Quand c'est dans le langage courant, ça empêche de penser. Par exemple, excellence durable. La Fondation européenne pour le management par la qualité a pour objectif de développer l'excellence durable. Pourquoi c'est paradoxal, l'excellence durable? Parce que être excellent, c'est être hors du commun, être exceptionnel, avoir des résultats exceptionnels. Donc durablement, comment on fait? Mais c'est surtout paradoxal, pourquoi? Parce que si être excellent, c'est être hors du commun, à partir du moment où on propose à tout le monde d'être hors du commun, que devient le monde commun? Hannah Arendt disait quand même que la politique, c'était de créer un monde commun, hein, l'être ensemble, etc. Et donc on voit bien là les tensions d'ailleurs qui existent entre l'économique et la société. Hein, c'est-à-dire que de même que ressources humaines, c'est mettre l'humain comme un moyen pour le développement de l'entreprise, aujourd'hui, hein, les politiques vous disent que l'économie, hein, que la société doit s'adapter aux besoins de l'économie, parce que c'est parce qu'on aura une économie performante qu'on pourra répondre aux besoins de la société. C'est comme le pacte de compétitivité, etc. C'est-à-dire on est, hein, en permanence dans un monde dans lequel on n'arrive plus à comprendre les intérêts. Par exemple, il n'y a plus d'antagonisme entre le capital et le travail, hein, puisque hein, on ne vous parle pas de plan de licenciement, ça dit tout de suite qu'il y a des enjeux de pouvoir et de domination, et qu'il y en a qui seront licenciés, d'autres pas, et puis il y en a qui décident et d'autres pas. Plan de sauvegarde pour l'emploi, ça veut dire que on vous demande, enfin, vous êtes intelligent, vous comprenez bien que si on vous demande de partir, c'est pour sauver l'entreprise. Et c'est pour l'intérêt collectif. C'est pour l'intérêt collectif, donc vous, individuellement, hein, qu'est-ce que vous n'allez pas nous casser les pieds à mettre en avant des intérêts individuels par rapport à l'intérêt collectif. Alors il y a un dévoiement du sens. Quand on parle d'optimisation fiscale, pour évasion fiscale, hein, de plan d'évolution pour fermeture de sites, de cession d'actifs publics pour privatisation, d'entretien de progrès pour des entretiens d'évaluation, d'entreprise de services publics pour imposer aux entreprises les normes du New Public Management, de Return on Investment pour rentabilité du capital, de charges sociales pour cotisation sociale, d'ajustement structurel pour réduction des budgets sociaux. Le dernier que j'ai trouvé, c'est Robustness Vulnerability. Hein, pour les managers, vous devez avoir une vulnérabilité robuste. Hein, vous ne devez pas être... Hein. Et on m'en a parlé aussi à l'hôpital. Un des derniers, c'était de parler de consolidation pour parler de déstructuration.
C'est-à-dire que c'est là que les contradictions se transforment en paradoxe, parce qu'un des aspects, c'est de la contradiction. Si je peux repérer les intérêts contradictoires, les logiques contradictoires et tout, ça ne m'empêche pas de réfléchir. Je peux ne pas être d'accord, hein, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir. Tandis que si je n'ai plus les mots pour rendre compte de ces contradictions, eh ben, elles agissent d'une certaine façon à mon insu, je suis pris dedans, et je n'ai plus de maîtrise au niveau symbolique pour essayer de métaboliser, d'élaborer, de penser, etc. Et tout ça explique pourquoi la conflictualité sociale s'est déplacée au niveau de la conflictualité psychique. C'est-à-dire, dans le capitalisme industriel, hein, il y a les patrons, les ouvriers, les bourgeois, les prolétaires, ceux d'en haut, ceux d'en bas, ceux qui conçoivent, ceux qui exécutent. C'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fiche. Ça donne une représentation du monde dans lequel la conflictualité est sociale. Et les ouvriers n'ont pas besoin de lire Marx pour savoir que les intérêts des ouvriers sont différents des intérêts des patrons et que les cadres sont plutôt du côté des patrons. Hein, et que si on veut se battre, il faut créer un rapport de force pour essayer de défendre ses intérêts collectivement, parce qu'individuellement, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, dans le bouquin de Jean-Philippe, il montre très bien que les cadres, ils sont où là-dedans aujourd'hui? Ils sont un peu désemparés parce que à la fois il y a quelque chose qui les pousse d'un côté, mais en même temps ça dépend où ils sont. Enfin bon, ils sont un peu perdus. Mais surtout, le vécu, la conflictualité liée au travail, n'est plus un vécu collectif avec d'autres, qui explique d'ailleurs pourquoi les syndicats sont si mal avec ça, mais aussi et surtout les travailleurs, qui n'arrivent plus à créer du collectif. Tous les collectifs qui existaient de métiers, de services, historiquement, qui s'étaient constitués dans l'histoire par rapport à la place qu'on occupait dans l'organisation, tout ça est en train de se déliter. Chaque individu est renvoyé à lui-même. Nous sommes tous d'accord pour remplir ses objectifs sur l'évaluation individualisée de ses performances, etc. Et c'est lui qui est mis en situation d'être responsable de sa réussite, de ses échecs, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et tous les dispositifs d'évaluation sont faits pour aller dans ce sens-là. Et donc c'est pour ça que l'ensemble de ces facteurs génère une lutte des places au nom de la compétitivité, de l'exigence du toujours plus, qui va justifier la réduction des effectifs, des salaires, des droits, des protections sociales, etc., jusqu'à ce contrat incroyable en Angleterre de 0 heure. C'est-à-dire, c'est pire. C'est pire. Non, on ne peut pas comparer, mais c'est pas de l'esclavage. Mais ça nécessite d'être à disposition jour et nuit, 365 jours par an, au bon vouloir d'un employeur qui vous engage ou qui vous engage pas, sans plus aucune protection sociale. Alors, la question, jusqu'où on peut généraliser ce modèle, et puis qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors, on y reviendra si vous voulez dans la discussion. Je voudrais juste terminer en vous disant, par rapport à la question du début que j'avais introduite, sur la question de vivre dans une société paradoxante, et comment... j'ai entendu ce matin un truc qui m'a beaucoup frappé. Vous savez que Hervé Hamon a déposé un projet de loi sur le burn-out, pour considérer le burn-out comme maladie professionnelle. Et on est quelques-uns à avoir soutenu cette initiative de chercheurs, d'intellectuels, mais aussi de syndicalistes et autres. Et ce matin, il y avait, je crois, le président de l'Académie de médecine qui disait mais attendez, le burn-out, ça ne peut pas être maladie professionnelle. Parce que cette maladie-là, elle n'obéit pas aux critères de ce que la médecine classe comme maladie. Il faut des dispositifs expérimentaux, de mesure, de classement. Il faut savoir le traitement, qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Parce que c'est une maladie, tout le monde a du burn-out. Alors, comment on va faire pour savoir s'ils disent tout? Et c'est une maladie pour les sociologues. C'est quand même une juste reconnaissance du travail que nous faisons. Mais qui était dit avec un tel mépris, évidemment, si c'est de la sociologie, c'est pas scientifique. Ce que je dis là n'est pas scientifique, tout ce que je vous raconte. C'est de la sociologie, quoi.
Hein, ça n'obéit pas au protocole expérimental, etc. Et en même temps, il a raison, comme président de l'Académie de médecine. Parce que, évidemment, si on reconnaît ça comme maladie professionnelle, d'abord, ça va faire un coût pour la sécurité sociale important. Et surtout, ça va obliger les médecins, effectivement, à travailler peut-être autrement. Aussi bien sur le plan théorique que pratique, par exemple, hein, le docteur Galamant. Le docteur Galamant, ils sont malins, la direction d'IBM. Quand il dit qu'il sort de ses attributions, quelle compétence il a, Galamant, pour discuter l'organisation du travail, du management, etc. Galamant, simplement, il fait correctement son boulot à l'ancienne. C'est-à-dire, comme médecin, il voit bien qu'il y a un rapport. Mais comment il peut faire la preuve du rapport, médicalement parlant? Sinon, en allant chercher ses outils ailleurs qu'en médecine. Parce que lui, il peut travailler sur le symptôme et sur la disparition du symptôme. Mais sur les causes du symptôme, comment il fait? Et en particulier sur les causes sociales, organisationnelles du symptôme. Et donc, effectivement, ça nécessiterait qu'on remette en question les frontières disciplinaires entre la médecine, la sociologie, la psychologie, etc., pour pouvoir aborder cette complexité-là des liens qui peuvent exister entre le dedans et le dehors, entre l'objectif et le subjectif, entre le corporel et le psychique, le psychosomatique, etc., etc. C'est-à-dire rentrer dans la complexité, évidemment, du monde dans lequel on est, mais qui n'est pas toujours à l'œuvre dans les pratiques, surtout quand ça heurte les intérêts des uns et des autres. Parce que les médecins, s'ils acceptent le burn-out comme maladie professionnelle, ils vont avoir des ennuis, je ne vous dis pas. Parce que moi, je vais voir mon médecin parce que je fais un burn-out. Bon, et alors l'autre, arrête maladie, enfin, où ça commence, où ça s'arrête, et quelle responsabilité je prends en disant oui, c'est une maladie ou pas, si je n'ai pas les outils traditionnels de la médecine. Alors j'en viens quand même à quelque chose de paradoxal, qui est un trouble, le trouble dont je parlais tout à l'heure, qui est sur la question des troubles bipolaires. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une société est bipolaire? Non, une société n'a pas d'appareil psychique. Une société n'a pas de corps. Une société ne peut pas tomber malade, au sens où la maladie, c'est soit le corps, soit la psyché, et je peux identifier les symptômes, etc. On ne peut pas passer de l'analogie du travail sur le corps, sur la psyché et sur la société. C'est des registres différents. Et donc, les troubles mentaux caractérisent des personnes, mais pas des institutions. C'est pour ça que je pense, par exemple, qu'il ne faut pas dire que les institutions sont perverses. C'est une grande discussion que j'ai avec Eugène en particulier. C'est-à-dire, les institutions peuvent provoquer, solliciter, favoriser des fonctionnements pervers. Mais l'organisation en elle-même, elle n'est pas ni perverse, ni névrosée, ni bipolaire. Elle est ce qu'elle est, l'organisation. Et en même temps, on voit bien que quand on dit ça, on dit quelque chose de très fort, c'est-à-dire il y a des sociétés. Je vais souvent en Russie, on doit aller voir notre copain Igor Massalkov, etc. Et Igor m'avait dit la dernière fois que je suis venu, il faut que tu parles de la thérapie sociale. La sociologie clinique, ça va avoir un succès fou en Russie, parce que si tu parles de thérapie sociale. J'ai dit, mais je ne peux pas parler de thérapie sociale, parce qu'une société, ça ne se soigne pas. On ne peut pas l'allonger sur un divan, lui donner des médicaments, etc. Mais il me dit, mais Vincent, notre société, elle est malade. Et je vois bien ce qu'il dit en même temps. C'est vrai que ça va pas, quoi. C'est vrai que les gens sont ballottés dans des trucs impossibles. Je veux dire, et on voit bien que nos sociétés vont pas bien. Et qu'une des caractéristiques, c'est qu'il y a sans doute un lien entre justement l'aide de la société et l'aide de l'homme, et que sans doute les symptômes que l'on voit émerger à un moment donné dans une société sont bien illustratifs et significatifs d'un fonctionnement social. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que les troubles bipolaires, on a vu dans DSM-4, DSM-5, les manuels de psychiatrie, etc., ont pris une proportion tout à fait importante dans la psychiatrie actuelle. Et que selon les études de la Haute Autorité sur la santé, par exemple, les dernières que j'ai eues, elles datent de 2014, on aurait, alors ils disent... le spectre global des troubles bipolaires atteint une prévalence de 2-4%, avec des chiffres de prévalence similaires aux États-Unis, en Europe, etc. Je vous passe le jargon. Ce qui veut dire qu'on aurait entre 600 000 et 1,5 million de personnes qui seraient concernées en France.
Et alors, est-ce qu'il s'agit d'une symptomologie particulière ou est-ce qu'il s'agit des conséquences des transformations de la société? Alors, on ne peut pas raisonner en termes de ou bien, mais je me suis amusé entre guillemets, à comparer la nosographie psychiatrique qui décrit, le Douglas par exemple, qui décrit, il y a des phases dépressives et des phases de manie. En phase dépressive, sentiment de tristesse, humeur dépressive, perte d'énergie et fatigue, perte de l'intérêt et du plaisir, trouble du sommeil, trouble de l'appétit, agitation ou ralentissement psychomoteur, baisse de concentration de l'aptitude à penser, indécision, sentiment de culpabilité soudain, retrait social ou parfois comportement agressif. Bon. Ça, c'est les phases dépressives. Et les phases de manie, estime de soi augmentée, idée de grandeur, énergie débordante, bonheur intense, irritabilité excessive, réduction du besoin de sommeil, débit de la parole accéléré ou besoin de parler sans arrêt, pensée rapide ou sensation d'un trop-plein d'idées, distractivité, incapacité à fixer son attention, recrudescence de l'activité au plan social, professionnel ou scolaire, etc., etc. Quand vous comparez ce que dit le manuel de psychiatrie avec ce que vivent une majorité des de nous, ben, il n'y a pas tant de différence que ça. Et au-delà de l'interprétation psychiatrique, ces comportements peuvent être analysés comme des adaptations à un contexte, notamment dans la culture de la haute performance, cette compétition généralisée, l'exigence du toujours plus, l'idéologie de la réalisation de soi-même, mettent les individus sous pression avec des moments d'exaltation quand ils sont dans la réussite et des moments dépressifs quand ils sont en échec. Et l'individu doit, dès son plus jeune âge à l'école, puis dans la vie professionnelle, faire la preuve qu'il est au top de ses capacités. Et ça, c'est facteur d'émulation à certains moments, avec un idéal d'excellence, de performance, etc., qui épuise jusqu'à faire sombrer le sujet dans le découragement, le désenchantement, la désespérance. Et donc, dans certains cas, cet idéal est facteur d'émulation, et dans d'autres, plutôt facteur de destruction. Alors, on peut penser que c'est le monde qui devient bipolaire, et est-ce que ce monde est fou? Alors, si je prends, par exemple, si je prends les manuels de management qui décrivent les comportements qui sont attendus, la confiance, l'exaltation et l'énergie qui caractérisent les débuts d'un épisode maniaque semblent être parfaitement au diapason des injonctions qui sont celles du monde des affaires aujourd'hui, de réussite, de productivité, de dévouement total. Les traits sous lesquels la psychiatrie classique décrivait l'attaque maniaque sont en train de devenir les signes d'un bon développement personnel. C'est un psychiatre, leader, qui dit ça dans un bouquin de 2014. L'hyperactivité, l'absence de limites, l'élaboration de projets multiples, l'obsession de convaincre, le développement de capacités de persuasion infinies, la maîtrise d'un langage de vérité incontestable, l'exaltation du sentiment de toute-puissance. Turuk. Connaissez Turuk, l'ancien patron de... Je pourrais vous citer d'autres noms. Autant de symptômes d'un comportement maniaque qui sont appréciés comme des qualités pour exercer le pouvoir. Et alors on voit bien ça pour certains. Il y en a qui sont en fait qui sont dans un poisson dans l'eau, comme des poissons dans l'eau, à un moment donné, qui sont dans une adaptation par rapport à ça, qui n'est pas vraiment problématique, semble-t-il, au moins dans un premier temps. Et ça renvoie aussi à ce que Nicole Aubert, on avait fait un colloque ici sur l'individu hypermoderne, et Nicole synthétisait les travaux en disant « Nous assistons à l'émergence d'un individu nouveau, dont les manières d'être, de faire, de ressentir diffèrent profondément de celles de ses prédécesseurs. La mondialisation de l'économie, la flexibilité généralisée, conjuguée à un bouleversement des technologies de communication, au triomphe de la logique marchande et à l'éclatement de toutes les limites ayant jusque-là structuré la construction des identités individuelles, se répercute directement sur ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce dont nous souffrons. » Et donc, l'hypothèse que ça produit tout ça, ces individus par excès ou ces individus qui ont le sentiment d'être dans le manque,
avec une intensité qui ne cesse de s'accentuer. D'où l'idée de parler des maladies de l'excellent, hein, ceux qui sont du côté de la réussite, de la performance, etc. Et on voit, je ne sais pas si Jean-Philippe sans doute connaît mieux que moi, mais toutes les recherches qu'on peut avoir sur les traders, par exemple. Et le mal-être des traders aujourd'hui est tout à fait intense, très inquiétant même. Enfin, ils vous disent eux-mêmes, ils décrivent très très bien hein, cette vie folle qu'ils ont et les symptômes que ça produit, et cette espèce de course en avant dans laquelle ils vont. Et on pourrait opposer le trader hein, au chômeur de longue durée, à celui qui est dans l'exclusion, etc., et puis qui se retrouve dans un vide et une existence par manque de support pour exister comme individu, disait Robert Castel en son temps. Alors, je pense que c'est pour ça qu'il faut s'intéresser pour comprendre hein, qu'est-ce qui se passe dans les organisations et pourquoi ces organisations deviennent tellement paradoxales. Alors, dans un des jeux de rôle qu'on faisait avec les étudiants cet après-midi ou ce matin, il y avait quelque chose qui était très intéressant parce que dans l'analyse, on disait, bon, ben, le manager disait lui-même qu'il avait été formé pour ça, quoi. Formé pour ça. Alors, le paradoxe, c'était quoi? C'était il fait un entretien d'évaluation et Sonia, qui arrive, a des résultats top. Elle est excellente. Sauf qu'elle arrive en retard. Et il n'y a pas d'obligation d'arriver à l'heure puisque chacun est autonome dans l'organisation du travail. Sauf que dans l'équipe, il y en a qui arrivent à l'heure et ils ne supportent pas qu'elle arrive en retard parce qu'ils trouvent que c'est un peu un manque de respect, un manque de collectif, qu'elle n'est pas solidaire, etc. Et elle explique aux autres que, attendez, moi d'abord, je pars plus tard le soir. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de pointeuse, etc. Et ensuite, mon job, ben, je fais les choses, je les fais le mieux possible. Et c'est pas le respect scrupuleux des horaires n'a rien à voir avec ma performance. Et donc, le manager comprend absolument ça et lui dit, il n'y a aucune obligation d'arriver à l'heure, mais tout le monde le fait, donc vous devez arriver à l'heure. Et elle met en scène comme ça. Et alors, quand on interroge après le manager, elle explique très bien et sait que Sonia travaille très bien. Et elle dit même que heureusement que j'ai Sonia parce que c'est la meilleure de l'équipe. Et en même temps, elle dit qu'elle ne va pas transmettre sa demande d'augmentation à la hiérarchie parce que en fait, elle n'est pas aux normes, parce qu'elle fait un peu ce qu'elle veut, parce qu'elle n'est pas... Alors, elle est à la fois top sur le plan de la performance, et en même temps, elle n'est pas suffisamment normalisée sur le plan de l'équipe, du comportement, etc. Donc, on lui demande à Sonia d'être à la fois au top de la performance, donc effectivement, hein, de prendre des risques, de ne pas respecter les normes qui empêchent de travailler, etc. Et on lui reproche de ne pas être comme il faut, de ne pas être conforme, etc. Ça se passe tous les jours, des choses comme ça. Et le manager expliquait qu'il avait été formé pour ça, qu'il ne fallait pas s'en inquiéter, ça fait partie du job, quoi. Qu'est-ce qui fait partie du job? Le double langage, de demander une chose et son contraire, etc. On a une étudiante qui vient de terminer sa thèse sur les cabinets de consultants. Elle a passé 3 ans à Capgemini, et elle explique la folie paradoxante dans laquelle sont les consultants qui vendent aux organisations le modèle dans lequel ils sont et dont ils souffrent par ailleurs, etc. Et donc, voilà, je m'interroge sur ce monde. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'adapter, il faut résister, ou il faut aller ailleurs? C'est compliqué parce que si vous adaptez pas, vous risquez d'être marginalisé. Si vous résistez, vous risquez de prendre des coups sur la tête. Et si vous voulez fuir ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs et ailleurs qu'ici. Parce que tout le monde commence à fonctionner comme ça. Et même des retraités heureux, il y en a dans cette salle. Je veux dire, alors moi, je vais vous dire ma réponse. Ce qui me réjouit et ce qui me permet de vivre bien dans cette société, c'est d'analyser ça. Je veux dire, ça me donne la pêche, on m'invite, on m'écoute, il y a des gens qui viennent le soir et tout ça. Moi, je trouve ça formidable. Je suis absolument ravi de vous avoir raconté tout ça ce soir. Merci beaucoup, Vincent. Alors,
juste le temps que vous formuliez vos questions, vos remarques, j'en glisse une ou deux. Puisque moi, ce qui me frappe, c'est la cohérence finalement du tableau qui se dégage, et je suis sûr que chacun d'entre nous rencontrons énormément finalement de ces paradoxes. Et il y a le côté, alors peut-être réjouissant, sur lequel tu finis, voilà, ça crée une autre forme, si on peut y résister comme ça. Mais néanmoins, il y a aussi tout l'aspect, je vais revenir un petit peu, c'est le thème aussi, hein, sur en quoi il est anxiogène. Hein. Et peut-être une des choses qu'on peut remarquer à t'entendre et à te lire, hein, c'est aussi la question où on ne peut pas avoir de prise sur ce système. Il est à la fois très cohérent, on le retrouve partout, il s'insinue partout, et en même temps, qui sont les acteurs, et qui sont les acteurs dans un système qu'on pourrait presque dire du coup sans sujet, hein, au sens où on ne sait pas qui c'est d'une certaine manière, mais aussi au sens où il n'arrête pas d'exclure la dimension de la subjectivité. Je crois que tu l'as dit un peu là, mais c'est très très présent dans le livre. Et pour ma part, voilà, moi il me semble que c'est vraiment à cet endroit-là en particulier que ça rend fou. Hein. Moi je l'ai vu peut-être pas plus tard qu'hier, parce que quand on commence à chercher des exemples, on en trouve beaucoup. Hein, très rapidement, dans un établissement médico-social, quelqu'un qui analyse de pratique, quelqu'un qui décrit à quel point tous les personnels galèrent, tous les professionnels galèrent, rament, courent après les urgences, etc. Et on leur présente en réunion de direction un tableau avec des indicateurs qui leur dit qu'en fait ils sont au top et que tout va bien. Et donc là j'ai eu l'impression de toucher du doigt, hein, le fait que ce qui rend fou là peut-être, hein, c'est le fait que ça rend la communication impossible, et aussi l'appropriation de la réalité du travail impossible aussi. Donc peut-être il y avait les deux phases euphoriques du côté de la direction et dépressives du côté des salariés qui étaient là en même temps. Voilà. Donc moi ça pose la question, voilà, aussi l'autre question, c'est à quel point, puisque ce système se diffuse, s'est diffusé rapidement, tu l'as remis en perspective dans le temps, quelle est son attractivité aussi? Est-ce qu'on y gagne quelque chose? Qui y gagne quelque chose? Et parce que j'ai l'impression aussi que ça peut s'apprendre très vite. Hein. On peut faire des exercices de style sur la novlangue, il nous viendrait plein d'idées pour renommer les choses. Donc voilà, moi un peu les questions que j'avais, c'est voilà, comment ça se diffuse, est-ce qu'il est fascinant en lui-même, comment on s'y trouve pris. Voilà. Mais voilà, c'est pour ouvrir aussi les questions. On en prend d'autres ou... Oui, je réagis. Jean-Philippe. Je voulais prolonger un petit peu ce que Vincent a dit sur... À partir de cet article, prolonger un petit peu sur cet article, parce que effectivement cet article, pour finir sur l'histoire, c'était Eric Fay et Hervé Corvélec, deux Français perdus dans une revue américaine, qui te contactent, revue que je ne connaissais pas, mais que j'ai proposée à Marc, et Marc m'a dit que c'était une très bonne revue. Et en fait, on y est allé aussi parce que ça permettait à Marc, pour finir l'histoire, d'avoir un bel article pour sa thèse, et ça lui permettait aussi de trouver plus facilement un poste, ce qui a été le cas. C'est-à-dire, c'est pas uniquement pour la prime que nous avons d'ailleurs partagée, je me rappelle, elle a oublié de le dire, mais je précise, que nous avons par ailleurs partagé, mais c'était aussi parce que dans le jeu dans lequel on est, dans le jeu dans lequel est Marc, eh ben, publier dans des revues anglo-saxonnes, ça facilite l'employabilité, comme dirait la novlangue locale. Une dernière chose, parce qu'il se trouve que je suis reviewer, comme on dit en novlangue, pour des revues américaines, et aussi pour la nouvelle revue de psychosociologie, qui est un petit peu connue dans l'univers du CIRFIP. Les règles ne sont pas très différentes. C'est-à-dire, on fait des commentaires sur les articles, et effectivement, on va dire, bah oui, faites penser à telle référence, etc. Je vous rassure, ce n'est pas les mêmes références, ce n'est pas les mêmes univers. Bon. Et on n'est pas étonné, si on a un article dans la nouvelle revue de psychosociologie et qui ne fait absolument pas référence à des références communes dans cet univers-là, bah, ça pose question, quelquefois même l'article, il est pas gardé. Ce qui est par contre plus inquiétant, et pour prolonger ce que tu disais, c'est que quand moi j'ai commencé la recherche mi-universitaire, les livres avaient beaucoup de valeur, avaient encore beaucoup de valeur. Et pour avoir des postes, pour progresser. Maintenant, c'est le modèle des sciences de la nature qui s'est imposé,
le modèle de la médecine, donc de la publication dans des revues internationales avec des évaluateurs anonymes. Et ce modèle-là, il fait du mal où? Il fait du mal aux sciences sociales. Les collègues en médecine que je connais, pour eux, c'est la banalité, c'est l'évidence, etc. Mais ça a dévalorisé beaucoup la publication, le livre, la lecture, et donc ça a contribué aussi à marginaliser un petit peu un certain nombre d'acteurs, et ça a transformé les manières de faire. Donc ça, c'est un point qui est quand même un petit peu important dans le contexte. Après, juste une chose sur le paradoxe, donc, je vois bien, et on a beaucoup parlé, et moi-même, dans mes travaux, j'en avais un peu parlé. La question que je me pose, mais qui est vraiment une question nouvelle, est-ce qu'on a beaucoup plus de paradoxes maintenant ou est-ce qu'on les vit plus mal? Parce qu'il y a quand même un paradoxe philosophique classique qui a à peu près 2000 ans de questionnement sur il faut qu'on vive et en même temps on sait qu'on va mourir. Bon. Et comment vivre quand on sait qu'on va mourir? Là-dessus, il y a à peu près 2000 ans de travaux divers, publiés ici et ailleurs, pas tellement dans la revue américaine, mais enfin néanmoins intéressants. Bon. Peut-être que dans la modernité, nous avons une espèce de drame où on voudrait que le monde soit organisé, que le monde soit homogène, que le monde soit peut-être dans une rationalité, je dirais, qui aille dans le même sens. Et peut-être que notre drame, là, c'est de ne pas accepter que les choses soient incohérentes, que les choses... Bon. Je mets de côté la souffrance vécue qui, elle, existe. Hein, et ça, c'est autre chose. Mais peut-être qu'au point de vue idéal, peut-être que nous avons un idéal de cohérence, justement, qu'il faut peut-être interroger. Oui, c'était aussi par rapport à... Est-ce que... peut-être pour prendre la question sur un autre boule, est-ce que c'est le paradoxe qui rend fou? Est-ce que c'est pas aussi dans l'histoire du petit garçon et des cravates ou l'histoire du cadre d'IBM, du cadre d'IBM, qui n'a pas autre choix que de se suicider, que une situation qui serait de dépendance totale? Et ma question serait plutôt, qu'est-ce qui, selon vous, amène à cette situation de dépendance totale qui fait qu'on n'arrive plus à rire, ou à contester, ou à dénoncer, ou à jouer avec les paradoxes? Ici, on peut en rire parce qu'on n'est pas complètement pris dedans, dans ce cas. Voilà, la question de la dépendance, peut-être qui va un peu dans le sens de ce qui était dit. Une autre question? Oui. Moi, ma question, ça concerne la clinique du travail. Je me demandais, par rapport à ce que vous avez dit, finalement, si le travail bien fait et le sens que le travailleur donne à son travail, si ça compte plus dans ce système-là, ça n'a plus de valeur. Je me demande quel est le rôle de la clinique du travail, c'est-à-dire, c'est une question que je me pose, est-ce qu'elle est juste là pour constater la détérioration de la santé des travailleurs? Est-ce qu'elle les aide à tenir dans ce système? Est-ce qu'elle participe à ces injonctions paradoxales? Enfin, le rôle du clinicien du travail. Merci. Encore une ou deux, et puis... Oui, c'était un peu pour compléter la question. Si Oui, parce que comme j'ai pas compris, si vous... Comment, oui? J'ai pas tout compris à la question. Ouais. Le rôle de la clinique du travail. Oui. C'est Par quoi rapport aux injonctions paradoxales oui. dont vous parlez, Eh ben, comment, en fait, la méthodologie de la clinique du travail, qu'est-ce qu'elle peut apporter? à qui vous pensez? Là, je pense à la clinique de l'activité. Parce que la clinique de jour ou la clinique de clos, c'est pas la même, par oui, exemple. je pensais Et à la mienne, c'est pas la même non plus. Je pensais à Clos. Hein? Je pensais à Yves Clos, À Yves Clos. la clinique de l'activité. D'accord. oui, justement par votre présentation, En parlant bien, vous avez des outils fins d'analyse et de compréhension. Et justement, j'aurais voulu en savoir plus sur les outils en intervention en vue des transformations des situations. Mmh. Encore une question. Et moi. Vincent, lorsque tu dis que la société, elle n'est pas malade, je ne vais pas revenir à une question que vous avez, mais lorsqu'il y a des logiques qui sont tellement fortes, et si on ne voit pas ça aussi du côté des sociétés et des organisations, on va basculer du côté des sujets. Et si on bascule du côté des sujets, on va rentrer dans une logique que je la vois davantage individuelle.
de psychologisation. Oui, c'est ça. Non, je dis pas que je dis les sociétés peuvent rendre malades, mais dire qu'elles sont malades, ça empêche de comprendre ce qu'est la nature de l'être de la société, qui est différent de la nature de l'être de l'homme. Donc il y a bien, ceci dit, j'accepte tout à fait l'idée que des sociétés rendent malades les gens, ou peuvent être destructrices, etc. Mais de dire qu'elles sont malades, pour moi, m'empêche de penser que si on veut penser les rapports entre l'être de l'homme et l'être de la société, il faut bien voir qu'il y a une différence, il y a un irréductible psychique et un irréductible social. Et donc on ne peut pas les assimiler. C'est juste pour insister là-dessus. Donc de parler d'organisation perverse ne me plaît pas parce que l'organisation, par exemple, peut solliciter des comportements pervers et les encourager, etc. Mais de là à dire qu'elle est perverse, c'est penser qu'elle puisse avoir un fonctionnement psychique comme les individus. C'est ça. Une autre chose, c'est, toi, tu as fini en disant quelles sont les formes de résistance. Je pense à la résistance en tant que puissance, par exemple. Et tu as dit que ça te fait plaisir, tout ça, mais quels peuvent être les sujets qui est là en train de travailler, les travailleurs, quelles peuvent être les formes de résistance? Ouais. Bon, quelles peuvent être, parce que ton propos, je suis plutôt d'accord, c'est un propos qu'il y a, il est bien construit, mais quelles peuvent être les lignes de fuite qu'ils peuvent avoir pour penser aussi aux formes de résistance? Tu peux prendre du temps pour répondre, on fera un deuxième jeu de questions. Oui, c'est dense, Ben oui. le menu est chargé. Alors, sur la question de David, hein, sur la cohérence de la démonstration est liée à l'exercice de la conférence. Et est liée aussi au fait qu'il y a longtemps que je travaille sur ces questions et que je pense que il y a ce qui est tout à fait essentiel pour comprendre vraiment la nature de ce système et de cette forme de pouvoir, c'est de voir les liens qui peuvent exister entre le registre socio-économique, et dans le bouquin, par exemple, on analyse bien l'évolution du capitalisme financier par rapport dans le champ de l'économie. J'en ai pas parlé, hein, de la révolution numérique qui accélère le processus et qui a donné une accélération à la révolution managériale, et puis de l'émergence de ces nouveaux types de pouvoir, hein, et de ce déplacement de la conflictualité du niveau social au niveau psychique qui rend les réponses politiques compliquées. Et j'avais développé dans un autre livre comment la politique était contaminée par la gestion et que les politiques aujourd'hui n'apportent pas de réponse à cette question-là, mais ils gèrent, et que j'avais été frappé. Hein, j'avais écrit le manifeste pour lutter contre le mal-être au travail parce que j'avais entendu tous les candidats à l'élection présidentielle qui s'étaient réunis à une journée à Radio France au moment de la campagne électorale, et ils parlaient tous de l'emploi et aucun ne parlait du travail. Et vous aurez remarqué qu'en dehors de Hervé Hamon, avec cette histoire du burn-out, je veux dire, la question du travail est le grand point d'orgue dans la société. Alors, du coup, ça pose la question, d'un système sans sujet, hein, qui semble exclure la subjectivité. Alors, ça c'est vraiment intéressant, mais il faudrait avoir du temps. Parce que pour moi, l'intervention, par exemple, la dernière question, mon intervention, c'est, quel que soit le système dans lequel je suis, c'est qu'une des formes de résistance, c'est d'aider les gens à devenir plus sujets. J'ai écrit un livre, Qui est je, là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être sujet? Oui, j'essaye de montrer, c'est sujet réflexif, c'est-à-dire métacommunication, penser, être capable de déconstruire les choses, comme on le fait ici. Sujet de l'éprouver, alors dans l'organigramme, on l'a travaillé pendant ces 2 jours, c'est aussi de comprendre, hein, des processus d'incorporation, d'intériorisation, d'inculpation, qui fait que j'ai l'organisation là, et elle n'est pas seulement en extériorité par rapport à moi. D'où toute cette conceptualisation théorique sur les systèmes socio-mentaux, les systèmes socio-psychiques, etc. C'est-à-dire que si on veut changer, il faut comprendre que ça joue en extériorité, l'organisation n'est pas un sujet, mais que ça mobilise notre subjectivité, donc c'est pas du tout, ça n'exclut pas la subjectivité, au contraire,
ça la mobilise en permanence, mais ça l'instrumentalise, une forme d'instrumentalisation. Et en même temps, je pense que c'est une rationalité qui n'est pas instrumentale comme on a pu l'analyser dans le capitalisme industriel, parce qu'elle n'est pas seulement instrumentale, elle joue aussi sur le désir, elle joue sur l'angoisse, elle canalise le désir, l'angoisse, etc. Elle ne fait pas qu'instrumentaliser les gens, elle leur demande aussi de se mobiliser subjectivement. Et c'est ça la question du changement, c'est que une des difficultés, c'est que les gens ne peuvent pas ne pas adhérer tout en résistant à l'adhésion. Alors c'est ça qui est pas... Parce que, je veux dire, les résistances sont à l'image du pouvoir, c'est-à-dire elles sont forcément aussi paradoxales. Et c'est ça qui rend la complexité par rapport à la réponse à la question « qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ?» C'est pas qu'on ne peut rien faire, et moi je pense qu'on peut faire des choses, mais ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux l'hypothèse que les organisations, quand elles sont plus des systèmes de médiation, elles renvoient au terrain, au plus près de l'activité, hein, la responsabilité de répondre. Qu'est-ce qu'on fait avec ces contradictions? C'est pour ça que d'ailleurs que ceux qui souffrent le plus d'une certaine façon, c'est les DPX. C'est-à-dire Marianne Dujarrier, par exemple, le montre très très bien dans son dernier livre, Le management des incarnés, hein, avec cette coupure entre ceux qui font de la prescription et qui ne connaissent rien au terrain, et ceux qui sont sur le terrain. Eh ben, ils se démerdent, les travailleurs et les employés. Mais ceux qui sont DPX, qui doivent à la fois tenir compte des exigences du terrain tout en appliquant les prescriptions, alors eux, ils sont vraiment au cœur, hein, de ça. Bon. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'exclusion de la subjectivité. Mais la question donne, pour moi, une piste en termes de changement et de réflexion sur l'intervention. Pour moi, l'intervention, elle n'est pas dans les résultats du changement que je vais amener dans les organisations. Elle est que quand j'interviens, j'interviens dans un processus qui permet aux gens avec lesquels je travaille d'être un peu plus sujets par rapport aux conflits et aux contradictions dans lesquelles ils sont, ce qu'ils en disent, etc. C'est-à-dire de mettre en place un cadre qui leur permet de mieux comprendre, hein, le sujet réflexif, de comprendre comment ils sont pris aussi au niveau de l'éprouvé, pour pouvoir passer du niveau psychologique ou psychosociologique à un niveau politique, c'est-à-dire d'une réflexion, de dire le problème et le responsable, c'est pas moi, hein, c'est effectivement au niveau du fonctionnement de l'organisation. Et la question, par contre, qui est extraordinairement complexe aujourd'hui au niveau politique, c'est quand Hollande dit mon principal adversaire c'est la finance, il n'a pas de visage, etc. Il dit ça, tout le monde se dit enfin un politique qui a compris et qui va agir. Et puis une fois qu'il est au pouvoir, hein, il fait une politique qu'on peut interpréter. Mon ami Mélenchon à côté a dû le développer en long et en large et en travers, qui se met au service de cet ennemi qui n'a pas de visage. Alors, ça, c'est cette question-là sur la visibilité et l'abstraction du pouvoir me paraît être une question tout à fait centrale qu'il faut prendre au sérieux parce qu'effectivement, hein, il y a une abstraction du pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas si c'était une classe sociale et les grands patrons et les 200 familles comme en 1936, ça va, on sait à peu près où ils sont, etc. Bon. Tandis que là, de dire hein, la finance, les établissements financiers, les banques... même j'ai dit Kravitz, j'ai nommé ceux qui sont à Davos au mois de janvier, l'hiver, en Suisse. Est-ce que c'est une classe sociale, etc. J'avais écrit un texte sur l'hyperbourgeoisie, c'est-à-dire c'est une bourgeoisie, mais qui n'est pas une bourgeoisie comme l'aristocratie ou la grande bourgeoisie que nous décrivent les Pinson-Charlot, même s'il y a des alliances là. C'est des gens qui sont... C'est très hétérogène comme origine. Les gens qui sont là, en plus il y en a qui passent et qui ne restent pas. Et puis maintenant, les enjeux autour de la transmission et la reproduction par rapport aux enfants, etc., ne peut plus du tout être analysés en termes de classe sociale au sens marxiste du terme, avec la reproduction, etc. Donc ça veut dire qu'il faut changer nos catégories d'analyse pour comprendre la nature de ce pouvoir. Et en particulier, le fait que ce n'est pas un pouvoir sans sujet, mais ce qui nous met en grande complexité. Par rapport à l'article, ce que vient de dire Jean-Philippe l'illustre absolument. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du compte, je me plains
Mais j'avais tout intérêt à faire cet article. Jean-Philippe aussi, et Mar aussi, en plus. Il nous donne un argument formidable qui est de dire, mais c'est pour elle, c'est pour son insertion. Elle a eu un poste grâce à ça, vous n'allez pas nous chercher des poules dans la tête. Donc à la fois, ça nous permet de bien faire notre travail sur certains aspects, et en même temps de dire, ben, si c'est la recherche, c'est ça aujourd'hui, c'est le métier, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'adhère ou est-ce que je refuse? Et si je refuse, Mar n'aura pas son poste. C'est pas seulement moi. Parce que moi, je suis en fin de carrière et tout, ça ne me coûte rien, mais les autres, et mes doctorants, etc. Donc, la question, c'est que le sujet, il est divisé. Il y a une part de lui qui dit non, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et il y a une part de lui qui dit, bon, ben, de toute façon, j'ai pas tout à fait le choix, hein, si je veux pouvoir continuer à exister dans cette société-là. Alors, c'est ça, le petit garçon, avec sa cravate rouge et sa cravate verte. C'est sa mère. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas changer de mère. Ça complique un peu les choses, évidemment. Ça, si je pouvais changer de mère quand je n'en suis pas satisfait, d'ailleurs, toutes les familles seraient éclatées. Donc, comment on fait avec ça? Alors, pour moi, ce n'est pas désespérant et impuissant de dire ça, mais ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux ces hypothèses-là pour répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Et donc, le paradoxe que vous avez évoqué sur tous les indicateurs sont au vert. Là, Marianne Dujarrier le dit très bien. Tous les instruments d'évaluation actuellement vous disent que les indicateurs sont au vert pour beaucoup d'entreprises publiques, etc. Pourquoi? Parce que les directions de ces indicateurs, que ce soit des hôpitaux, des services d'éducation, de médico-social, de protection judiciaire de l'enfance, etc., sont au vert parce qu'ils font tout ce qu'il faut pour donner les bons chiffres, alors que la dégradation de ces services-là, hein, elle est reconnue par les usagers et par le personnel qui y travaille. Ça n'empêche pas les indicateurs d'être ouverts. Ce qui montre bien d'ailleurs, hein, le système. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est pervers, ça? C'est paradoxal. Mais ça nous met... Les pervers fonctionnent comme ça. Hein, ils vous disent tout va bien alors que vous êtes en train de crever à l'intérieur. Hein, et qu'ils vous font des grands sourires, etc. Ils vous mettent dans ces trucs que j'arrive plus à comprendre, dont je ne sais plus très bien. Alors, c'est pas que le système est attractif, hein, c'est qu'il vous met dans une situation où vous ne pouvez pas ne pas participer d'une façon ou d'une autre, comme on vient de le montrer, que ce soit à l'université, je l'ai dit un peu pour ce médecin qui est chef de service, etc. Mais ça veut dire aussi qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres, comme disait Coluche. C'est-à-dire que la question de la souffrance au travail, tous étaient frappés, mais tous ne souffrent pas de la même façon. Tous ne développent pas des symptômes psychopathologiques, etc. Hein, il y en a qui sont plus touchés que d'autres. Et c'est là, alors on peut dire que ça tient aussi à des fonctionnements psychologiques, psychiques et intrapsychiques. Il y a des gens qui ont des vulnérabilités différentes. Ça tient peut-être aussi à l'état de la carrière. La même personne, à certains moments, peut s'y trouver bien, et puis à d'autres moments, hein, son obsessionnalité lui permet de faire carrière avant qu'à un moment donné, il n'a pas la promotion qu'il voulait, et il tombe en dépression. Lisez Du ketchup dans les veines et l'histoire d'Hélène Weber, par exemple, qui exprime très très bien ça. Par rapport à McDonald's, elle tombe amoureuse de McDonald's, elle réussit formidablement, puis à un moment donné, elle s'effondre. Et qu'est-ce qu'elle va faire à partir de là? Elle va faire un DEA, un master de sociologie, de psychopathologie, une thèse, un bouquin, etc. Elle va mettre 7 ans à comprendre ce qui lui est arrivé. 7 ans, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Par rapport à ça. Mais en même temps, par rapport à la question du changement, on se dit, mais c'est pas possible. Hein, comment on fait avec ça, quoi? Mais c'est pas, pour moi, c'est pas grave, parce que Hélène Weber, elle fait pas ça pour elle seulement. Pour elle, oui, 7 ans, c'est pas... D'ailleurs, la majorité des analyses durent même parfois plus longtemps, non? Il y en a dans la salle? Bon, 7 ans, bah... Par contre, elle fait le travail pour d'autres aussi, c'est-à-dire le travail que nous faisons, nous chercheurs, hein, c'est aussi, moi, le nombre de témoignages que je reçois, hein, dernier, je vous remercie parce que, en lisant votre livre, je me rends compte que c'est pas tout dans ma tête. Je veux dire, une personne que je connais pas et tout, mais simplement ça,
ça donne bien l'idée que le sujet réflexif se remet à penser. Je donne l'exemple d'un ingénieur de Hewlett-Packard qui nous racontait que un jour, il avait fait au top, il était dans le staff de Hewlett-Packard aux États-Unis, etc. Superbe carrière. Et un jour, devant sa glace, il se rase. Il ne pense pas devenir président de la République. Il se regarde et il dit « Mais tu ne penses plus ». Il a démissionné l'après-midi. C'est-à-dire, tout d'un coup, par rapport à la subjectivité, par rapport à l'attractivité du système, bien sûr qu'il avait une belle carrière, il avait une belle bagnole, il avait du fric, il avait ça. Mais à un moment donné, le sujet dit non. C'est pas possible, quoi, je peux plus supporter ça. Alors, c'est le paradoxe de l'excellence. C'est que ce qui me frappe beaucoup, c'est le retournement auquel on assiste aujourd'hui par rapport justement aux illusions de l'excellence. Il se trouve que maintenant, tous les indicateurs sont au vert. Tous ceux qui pratiquent et participent à produire ces indicateurs trichent. Non, ils ne trichent pas. Ils manipulent les chiffres. Ils apprennent à donner les bons chiffres comme il faut. C'est-à-dire, mais vous voyez comment ça s'accélère, ça. Le syndrome Lance Armstrong. Lance Armstrong, le plus grand cycliste de tous les temps, qui a gagné 7 fois ou 8 fois le Tour de France. Tout le monde savait qu'il trichait, qu'il se dopait. Ceux qui l'ont dit, le type du peloton, le journaliste, le médecin. Et maintenant que tout le monde sait que Lance Armstrong a triché, Lance Armstrong est toujours là, les 3 autres, ils sont où? C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose qui montre bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, pour réussir dans ce système, il faut renoncer à certaines valeurs, etc. Et c'est la HSBC, et c'est Volkswagen. Après, ça avait commencé avec Enron, Goldman Sachs, par exemple, tout le monde sait que comme Goldman Sachs est quelque part responsable de la crise, etc., manipuler des trucs. Alors, donc, il y a un enjeu politique majeur aujourd'hui par rapport à ça. C'est-à-dire que la question du changement, elle est à 3 niveaux. Qu'est-ce que je fais, moi, personnellement, pour résister ou pour me défendre par rapport à ne pas tomber ni dans la dépression, ni dans la maniaco-dépression, ni dans le trouble bipolaire, ou dans le suicide, ou dans le burn-out, etc. Comment je me défends individuellement? Là, j'ai pas le temps beaucoup de développer ça, mais relisez Germaine Tillon qui montre comment on se défend quand on est dans un système totalitaire. Je ne dis pas que le système dans lequel on est là est totalitaire d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il soit totalitaire, je l'appelle globalitaire, ce qui est différent. Mais elle disait, pour s'en tirer, il fallait, 1, ne pas renoncer à comprendre, ne pas se résigner, et être capable de pratiquer l'humour. Alors l'humour, ça c'est vraiment intéressant. Il y a Valérie Broussard qui a fait un très très beau article pour montrer comment les financiers, les traders, etc., dans les salles de marché, par rapport à justement ces paradoxes dans lesquels ils sont, pratiquent en permanence l'humour pour ne pas tomber malade, pour continuer à rire de ça. Et les consultants pratiquent beaucoup ça, beaucoup. Et puis, ne pas se résigner, et se donner les moyens de comprendre en quoi on est, et puis ne jamais, s'isoler. Alors, une des questions, c'est comment on peut reproduire du collectif par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne pense pas tout seul, on ne se sauve pas tout seul. Donc il y a une résistance individuelle au niveau simplement de se protéger, et en même temps, pour pouvoir ne pas devenir fou, il faut pouvoir partager ce que ce système nous fait quand il nous met en difficulté, en paradoxe, etc., avec d'autres. C'est-à-dire le petit enfant, il ne pourra jamais dire à sa mère ce que j'ai dit tout à l'heure, tout seul. Par contre, s'il voit d'autres enfants qui ont les mêmes choses, qu'il peut partager avec eux, s'il peut en parler avec d'autres, etc., et c'est là que les syndicats ont une responsabilité tout à fait essentielle. Moi, je me bats maintenant, je réponds à des dizaines de demandes de syndicats, toutes tendances confondues, qui me disent il faut qu'on forme nos militants, parce que là, les militants, ils sont débordés, ils ne comprennent plus, ils ne savent plus comment faire, ils ne savent plus comment répondre. Donc il y a une prise de conscience qui se fait là. Et les chercheurs, c'est-à-dire nous, et les psychosociologues et les intervenants, parce que évidemment, je pense qu'il y a un marché, donc ça peut être intéressant,
Mais je pense qu'il y a aussi un piège qui est de répondre à ce mal-être en termes de coaching individualisé payé par l'entreprise. Alors que je pense que effectivement, c'est important d'avoir des réponses en mobilisant des collectifs pour réfléchir collectivement par rapport à ça. Et c'est pour ça que les outils d'intervention, comme l'organigramme, comme des formes d'évaluation dynamique associant des groupes, etc., des formes d'analyse de pratique aussi qui sont intéressantes par rapport à ça, à partir du moment où elles valorisent la dimension collective. C'est-à-dire qu'il y a besoin de se protéger au niveau individuel, mais l'action par rapport à l'organisation, elle doit être essentiellement collective et déboucher sur une action politique. Par exemple, moi je milite à l'appel des appels, je milite pour reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, parce que toutes ces actions me paraissent absolument nécessaires aujourd'hui par rapport à l'importance du problème. Donc c'est un peu comme ça que je remets de la cohérence, pour moi, dans mon activité de chercheur, etc. Et ça me fait du bien. Alors, je voudrais le dire parce que je pense que c'est vraiment important. C'est que c'est ce que disaient les gens de l'école de Palo Alto, c'est-à-dire de remettre du sens là où il y a de l'incohérence, là où les gens ont le sentiment de ne pas comprendre, etc. Non seulement ça fait du bien pour soi, mais qu'est-ce que ça fait du bien à tout le monde? C'est-à-dire, quand on a le sentiment qu'on a on a permis dans le travail qu'on fait comme intervenant ou comme chercheur à des gens de mieux comprendre les situations dans lesquelles ils sont, effectivement, à ce moment-là, ils sont un peu plus sujets. En tout cas, ils te renvoient ce sentiment-là. C'est-à-dire, ils remettent du sujet là où il y en avait peut-être plus ou peut-être moins. Et ça, c'est une force. Vraiment, c'est une force. C'est-à-dire, ça peut paraître mégalomaniaque de dire ça, mais je sais à la fois intellectuellement et je l'éprouve combien ça fait du bien. Et quand ça fait du bien, c'est la malédiction et la bénédiction, les mots qui font mal, c'est la novlangue managériale, et les mots qui font bien, c'est ce qui déconstruit, qui remet du sens là où on n'arrivait plus à en mettre. C'est cohérent avec mon boulot de chercheur, je veux dire, moi je ne suis pas... il faut laisser Mélenchon faire de la politique et puis les chercheurs faire de la recherche. Mais peut-être que mon discours ici, ce soir, est tout aussi politique que le sien. Parce que je crois qu'il débouche vraiment sur une certaine conception de l'être ensemble et de la société. Ah, c'est l'heure. Encore 7 minutes officiellement. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait des questions de Jean-Philippe? Je n'ai pas répondu à la clinique du travail, à Clos, etc. Je vais faire une réponse... je veux dire, pour moi... actuellement, tout le monde barbote pour essayer de trouver des réponses par rapport à ça, etc. Ce qui m'exaspère, c'est par rapport à ce qu'a dit Jean-Philippe, qui est une question tout à fait centrale, c'est que ce système-là, effectivement, est utilitariste, pragmatique, défend une certaine rationalité, une certaine façon d'aborder les problèmes, et il estime que, effectivement, la clinique, les sciences sociales, tout ça, ça sert à rien. Sauf si on donnait la preuve qu'effectivement on pouvait rentrer dans des trucs expérimentaux pour avoir des indicateurs de résultats, etc. C'est-à-dire qu'on rentre dans un système qui détruit à la base justement la façon que nous avons, nous, d'aborder ces questions-là. Donc c'est une vraie bataille idéologique et une vraie bataille politique, et on n'est pas du tout majoritaire par rapport à ça. Sauf que ce que je constate aussi, c'est que les gens ont besoin de ça. C'est-à-dire, que ce soit au Brésil, en Argentine, au Chili. Je suis allé au Chili, là, tiens. J'ai un colloque au Chili. C'était magnifique parce que les Chili, ils ont fait ça avec Pinochet, qui a rencontré Milton Friedman le 25 avril 1975 dans son bureau pour faire un choc thérapeutique à l'économie chilienne. 1975. 2015, Michelle Bachelet. Comment on peut se détricoter ça? C'est-à-dire que ceux qui le connaissent vraiment et qui l'ont subi, etc., réfléchissent, parce qu'ils voient bien les dégâts que ça produit. Et donc on est à la fois dominé, minoritaire, on peut être marginalisé dans certains cas, mais je pense qu'on n'a aucun souci à se faire sur le fait que tous les travaux, que ce soit les artistes, que ce soit les intellectuels,
que ce soit d'autres formes d'intervention sur le monde dans la société qui redonnent du sens, ne mourra pas. Ça vaut le coup. Est-ce que... Une dernière question? Une dernière, allez, une dernière pour la route. Est-ce que vous pourriez juste expliquer quel est le souci à considérer une société vivante, c'est-à-dire son règlement comme un intérieur, organisme son vivant, surmoi, sa psyché, ses tabous refoulés dans son inconscient. Enfin, Ouais. Alors, pour moi, Gilles Houle avait fait un très très bel article sur le fait que les sciences sociales, c'est des sciences du vivant. C'est-à-dire que j'entends bien ce que vous dites, et j'entends bien de dire, mais pourquoi tu résistes tellement à considérer la société comme un être vivant? Sauf qu'elle n'obéit pas aux lois de la biologie, comme les sciences du vivant qui s'intéressent aux animaux, aux plantes, etc. C'est d'autres lois. C'est simplement pour dire, il ne faut pas faire de l'analogisme de la sociobiologie, etc., parce que ça nous mène à des impasses. C'est-à-dire les logiques, par exemple, entre les cellules, je ne sais pas s'il y a des rapports de pouvoir, et je ne sais pas si la cellule ayant une connaissance sur son propre fonctionnement pourrait le changer. Ce qui est le cas des hommes en société. Donc ça obéit à des lois en termes de réflexion et en termes de changement qui fait que j'insiste beaucoup, parce qu'on a été tellement attaqué là-dessus sur la sociologie clinique, ce n'est pas une sociologie pour soigner la société. C'est introduire la démarche clinique dans le travail du sociologue, que ce soit comme chercheur ou comme intervenant, pour mieux comprendre les rapports entre l'être de l'homme et l'être de la société. Et ça, cette définition, pour moi, est plus cohérente et me convient plus que le risque d'analogisme qui est de dire, oui, mais c'est un être vivant. Non, une société n'a pas d'appareil psychique. C'est toute par exemple, la discussion sur l'inconscient. Est-ce qu'il y a un inconscient collectif? Il y a des manifestations collectives psychiques, passionnelles. Quand on va à un match de football. J'étais au match France-Irlande samedi après-midi au Stade de France. Je me suis régalé à entendre ce qu'on pourrait appeler un corps social, c'est-à-dire un stade de 80 000 personnes qui, à un moment donné, se met à chanter la Marseillaise, se met à crier « Allez les Bleus !» Et l'équipe est là, est en train, là, pour essayer d'aller... C'est une connerie incroyable, pour essayer de mettre le ballon derrière la ligne. Et ils sont là. Pour moi, ça m'émeut, ça me transforme. Ça, c'est des manifestations sociales d'une vitalité formidable. Donc j'entends bien que la société, c'est pas inerte, c'est pas... Mais ça obéit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, de mon point de vue, assimiler au fonctionnement d'autres êtres vivants comme l'homme. Mais il y a une telle intrication entre les deux, et c'est ça qu'il faut analyser. Il y a des intrications, effectivement, entre l'être de l'homme et l'être de la société. Alors c'est comme ça, moi, que j'essaye de penser les choses. Et par rapport aux questions d'intervention et de méthodologie et autres, là, je n'ai pas le temps de développer ça, mais je vous invite, si vous voulez voir un peu quelles conséquences on tire de ça en termes d'intervention ou autre, de voir le programme du RISC, Réseau international de sociologie clinique, où on fait des groupes d'implication et de recherche, et on fait un certain nombre de formations pour tirer les conséquences de ces analyses-là en termes d'intervention. Il y a aussi le master qu'on a à Paris 7, et puis les collaborations avec des groupes qu'il y a au Brésil, en Argentine. Le prochain colloque est à Montréal, après il y en aura un à Cordoba en Argentine. Donc où on réfléchit sur ces questions-là tous ensemble, de savoir effectivement comment on peut former des gens qui puissent accompagner ce désir de quelques-uns d'advenir comme sujet. Ce serait une belle conclusion. En précisant, Vincent, que c'est aussi possible au CERFIP. Bien sûr, mais ils le savent déjà tout ça. Et c'est aussi possible au CERFIP. Très bien. En tout cas, merci au CERFIP de m'avoir donné l'occasion de pouvoir exposer tout ça. Merci à toi. Et donc...